Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith de ce jeudi 20 septembre 2018. Nous sommes à seulement quelques heures de la campagne électorale officielle qui est, comme vous le savez, fixée par le code électoral de 2012 à 2 semaines de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Cette présidentielle qui commence bien puisqu'il y a beaucoup de remous, beaucoup de soulèvements idéologiques, mais surtout ces interdictions de l'autorité administrative qui font leur retour, ces interdictions-là. D'abord, ce grand meeting de Cabral Libye prévu ce dimanche 23 septembre 2018 au stade Cité Sicam, ici même à Douala, interdit par le sous-préfet de Douala 5e. On se rappelle aussi que Maurice Kamto avait lui aussi eu maille à partir avec l'autorité administrative à San Melima. Oui, ça commence très bien, surtout lorsqu'on sait que le chef de l'État, Paul Biya, a signé hier ce décret nommant des sous-préfets dans 19 arrondissements du Cameroun. On peut déjà noter que Batibo a désormais son sous-préfet depuis l'enlèvement le 11 février dernier de l'ancien sous-préfet Marcel Namata Diteng, dont l'assassinat reste un sujet tabou pour le gouvernement. On ne sait pas pourquoi. On a également des arrondissements où les sous-préfets ont été remplacés. Est-ce du fait qu'ils n'aient pas respecté le retour à leur poste? Comme vous le savez, tout récemment, on parlait ici de cette note venue de la présidence de la République qui demandait à ces autorités administratives de repartir prendre fonction. Est-ce que ces sous-préfets remplacés sont ceux qui n'ont pas obtempéré à cette injonction? On a également eu le remplacement du sous-préfet de Figuil, vous le savez, qui est mort tragiquement dans un accident de la circulation. En tout cas, madame, monsieur, on va dire que cette autre édition s'annonce très forte, très poignante, avec la même équipe en place ce matin. D'abord vous, Charles Amel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que deviennent le personnel de la marine marchande au Cameroun? On les a enlevés de la rue pour soi-disant les parquer au PAC, port autonome de Kribi. Ils sont en souffrance. On leur demande même encore de cotiser l'argent. Pourquoi faire autant de points d'interrogation? Monsieur le chef de l'État, s'il advienne que vous arrivez à Kribi, tournez votre langue 777 fois avant de parler. Je le fais exprès de vous laisser à l'antenne, Charles Amel Batchou, pour qu'on sente votre courroux ce matin. Ce n'est pas acceptable qu'on laisse des Camerounais formés pour des missions et qu'on appelle des gens venir faire leur travail à leur place. Pourquoi on les a donc formés si c'était pour les laisser comme ça? En tout cas, on aura l'occasion de creuser profondément ces sujets, des révélations exclusives dans cette émission. Restez avec nous. Alors, sur le plateau, ce matin également, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou, à vous bonjour, bonjour à nos chers téléspectateurs. Et puis, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, politique, encore de la politique, du rebondissement, donc on aura du ramoudre ce matin grâce justement aux commentaires des internautes sur la toile. D'accord. Donc Florazé, qu'on ne loupera pas tout à l'heure à 11h05 avec 15 millions de francs CFA. Donc c'est l'argent qui crée aujourd'hui tout ce qu'on peut imaginer comme soubresaut, comme discorde, comme revendication. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, il ne déroge pas à la règle. Bobok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi, je salue ce matin 2 autorités administratives et un directeur des stades. D'abord, le sous-préfet de Ndom, arrondissement de Ndom, en Sanaga-Maritime. Et lui aussi, il a interdit les meetings du parti Univers et de 11 millions. Oui. Donc, c'est bien parti pour Cabral Libye, le candidat de ce parti. Mais également le parti. Oui, oui, tout à fait. Oui. J'ai également son collègue de Douala 5e.
Et lui aussi, il interdit à Cabral de tenir les meetings en pleine période électorale. L'une et l'autre vous disent qu'ils ne sont pas des militants des partis politiques. Mais pourquoi alors s'ingèrent-ils dans des partis politiques, dans des fonctionnements des partis politiques, surtout en période électorale? Ce qui est important, c'est qu'ils sont jeunes et que le mouvement Univers et le mouvement 11 millions s'est constitué de jeunes. Ça veut dire qu'ils auront de grain amour pendant au moins 40 ans. C'est comme ça qu'on inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire d'un pays. Merci. Mais également le directeur du stade Cité Sicap. Le gars a pris l'argent. Il dit qu'il a pris l'argent sur la contrainte, sur la base de contrainte. Donc on vous contraint de prendre l'argent pour donner l'espace. Là aussi j'ai vu ça. Vraiment, merci monsieur le directeur du stade. Vous prenez l'argent, vous dites aux gars de préparer leur meeting et vous dites qu'ils vous ont contraint de prendre l'argent. Vraiment c'est fort. Moi-même je n'aurais pas refusé. C'est vraiment. Voilà. Mais donnez-leur au moins leur stade, puisque vous n'avez pas remboursé. Voilà. Merci, monsieur le directeur. À votre suite, j'aimerais qu'on se fasse une réflexion sur ce plateau. Alors, si jamais Victoire Elia, du parti au pouvoir, ces gens-là vont-ils jubiler leur victoire sur la base de ces pratiques peu orthodoxes qu'on observe sur le terrain avec la contribution de l'autorité administrative qui fait obstruction à la démocratie. Il y a là une obstruction à la démocratie, ce qui n'est pas acceptable. En tout cas, ils vont jubiler parce que c'est un parti administratif. C'est nous les Camerounais qui ne savons pas que les premiers militants, ceux qui constituent vraiment les sections du RDPC, ce sont les autorités administratives, dont les 360 sous-préfets. C'est pour ça que le président va les nommer là tout de suite. D'accord. En tout cas, je ne vous... parce que même à Batibo, il n'y aura pas des élections, même dans le Dian, le sous-préfet sera là, saura quoi faire. D'accord. En tout cas, passer un examen en ayant triché n'est jamais une fierté en soi. Hein. Il est toujours important de suivre les règles pour tout le monde et que tout le monde suive les mêmes règles et que chacun soit assujetti à la même obligation. Donc on se rend compte que ce n'est pas le cas et que ces partis politiques-là doivent braver ces adversaires-là sur le terrain. Madame, Messieurs, restons sur le programme pour démarrer la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et l'histoire du jour est l'apanage de Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, je salue encore tous ceux qui nous regardent du côté de Yassa. Scandale dans un supermarché de la place. Bon, le supermarché n'est pas encore opérationnel. Je suis allé résoudre ces problèmes en question. Voilà une femme qui a dit à son mari que si ta soeur, tu vas donc entre ta soeur et moi, choisis. Tu vas choisir entre ta soeur ou moi. Parce que trop, c'est trop. Vu ton comportement, tu me manques le respect. Tu montres aux gens que je ne suis rien. Le supermarché va être opérationnel demain. On m'a invité à faire le show là-bas. Il y a qui disent que quelqu'un ne peut pas faire one man show. Demain, il va faire le show là-bas. Peut-être le comportement de la dame va faire en sorte que peut-être on va renvoyer pour ouvrir encore, ou c'est la semaine prochaine ou la semaine prochaine. Mais la date de l'ouverture est prévue pour demain. Peu m'en demande, moi je t'explique encore. Est-ce que une femme, une sœur discute une place avec une femme? Oui, c'est la femme. Ils n'ont pas la même place. La femme au foyer qui dit que son mari ne l'aime pas. Parce que quoi? Le monsieur a ouvert son supermarché. Ils sont encore en train de mettre tout sur pied. Comment ça va se passer demain à l'inauguration? Madame, qui a aussi un petit bagage intellectuel, a dit à son époux que ouais, bé, comme tu vois le supermarché là, j'aimerais être à la caisse. Monsieur a dit être où? Elle dit qu'elle veut être caissière dans le supermarché. Monsieur dit non. Ma soeur, elle aussi, elle a fait les études. Elle a aussi un bon bagage intellectuel. Elle a même quand même l'expérience. Toi, ton rôle que je donne, tu vas être là pour les commandes. Voilà, pour les bons de commande. Pour la commande, oui, oui. Avec tout le respect que je te dois, ma chère épouse, toutes les commandes là, c'est toi qui vas les passer. Mais concernant la caisse, tu ne peux pas toucher. Elle dit que mieux elle meurt. Mais c'est quel manque de respect ça. Qu'est-ce que les employés vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Que mon mari a un supermarché et j'ai un peu un bagage intellectuel, ce n'est pas moi qui suis à la caisse. Ça ne peut pas se passer. Que mieux elle libère, qu'elle comprend qu'il n'y a pas l'amour. Donc à l'heure si papa, chers téléspectateurs, donnez le conseil à cette dame.
Si elle doit laisser son foyer, parce que son époux dit qu'elle ne doit pas être caissière dans son supermarché, est-ce que c'est normal d'abord de laisser madame derrière et de prendre ta soeur pour mettre à la caisse? Dis que madame va seulement faire les bons de commande. Donc, les bons de commande comme ça, c'est quand on veut peut-être 10 sacs de riz, tu montes à la caisse, on te fait le virement et avec le reçu. Donc, c'est ça, on appelle mon mot. Quand peut-être on veut un camion de sucre, tu viens, tu dis que j'ai besoin d'un camion de sucre. Tu pars à la caisse, c'est la caissière qui signe. Tu mets ta signature. Ça veut dire que monsieur ne te fait pas confiance. Bref, d'après ce qu'elle a dit, elle dit que son mari ne lui fait pas confiance. Elle ne voit pas en cela l'amour. Elle a besoin de conseils. Comment est-ce qu'elle doit se comporter face à cette situation? Elle doit laisser sa belle-sœur à la caisse. C'est elle qui commande. Elle dit qu'elle aussi fait comptabilité. Tu vois donc ce qui amène souvent les femmes. Parce que là où on parlait d'argent, elle ne sait même pas que le poste qu'on lui donnait, elle est en train de commander la caissière. Donc elle aura toute la caisse entre les mains. Et c'est même une manière pour elle de piéger sa belle-sœur. Elle ne sait pas. Parce qu'elle ne touche pas l'argent entre les mains. Elle peut être elle dit que son mari peut avoir le supermarché. Elle ne va pas. Je vous dis, les femmes et l'argent, mon frère, nous avons l'expérience à ça. Absolument. Caissière à tout prix. Où ça passe, où ça casse. Voilà. Donc, bête à vous laisser la femme avec l'argent. Quelquefois, même, elle ne fait rien avec, mais il faut qu'elle touche. Qu'elle touche l'argent. Voilà, on aura l'occasion sur ce plateau, je vois les sourires se dessiner sur les visages sur ce plateau. Voilà, on va avoir l'occasion de creuser cette histoire ce matin. Alors, il s'agit là de l'ouverture d'une entreprise familiale et les entreprises familiales sont soumises, sont assujetties à une organisation qu'on doit pouvoir décoder ce matin. Comment réussir dans les affaires, et c'est visiblement la préoccupation, ce qui préoccupe l'homme en question. Il est en train d'ouvrir un supermarché et il a à cœur que ce supermarché puisse marcher, permettez-moi le terme, puisse faire des bénéfices, et il a identifié à chaque poste qui a les capacités de bien gérer. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on soit honnête. Je veux dire, quand vous voulez monter une affaire, vous savez quelles compétences précises à être adaptées à un poste précis. Et donc, il sait que sa femme a des capacités d'organisation, des capacités de planification, et il est donc placé à un poste où, clairement, il faut planifier, il faut... Mais il sait que sa sœur est beaucoup plus dans la manipulation de l'argent, peut-être même qu'elle porte chance. Vous savez, il y a des gens comme ça que vous mettez à des postes et chaque jour l'argent entre. Hein. Tout à fait. Des gens que vous mettez à des postes, l'argent n'entre jamais. Donc il a aussi étudié ça. Il y a toutes ces choses-là qu'on étudie lorsqu'on veut mettre en place une entreprise familiale. Et voilà que ce qu'il a pensé est en train de vouloir s'effondrer parce qu'il a face à lui une femme qui a dit « niet ». Et ça pose là maintenant le problème de la cohésion dans ce couple qui va être ainsi éparpillé du fait de cette femme-là. Alors bon, Mbengan, d'abord, c'est vous. Hein. Moi, je ne peux pas commencer par vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous observez dans cette histoire? Donc, pour une fois encore, comme hier, il faut que l'homme décide. D'accord. Vous savez, l'argent n'a pas de sentiment. L'argent n'a pas de cœur. Donc, l'homme décide, c'est une affaire, vous avez dit, qui doit marcher. Qui doit marcher. Et c'est une affaire, j'allais même dire, où on doit prévoir des sanctions qui peuvent amener même à la prison. Que vous soyez ma soeur, mon frère ou mon épouse. Voilà. Elle doit aller en prison. Parce que là, c'est des contrats, les bases doivent être claires, puisque ça va marcher. Ça doit marcher. Ça doit marcher. L'autre chose que je voudrais dire, dans la répartition de fonctions au sein de ce supermarché, vous voyez, on voit l'argent qui entre et chacun a donc à l'esprit, surtout son épouse, a l'esprit de détournement d'argent. Et elle transpose cet esprit de détournement de l'argent à sa belle-sœur. Elle ne voit plus le job description de son poste. C'est-à-dire c'est elle qui en fait détient tout. Elle aide, on appelle ça, j'ai entendu les enfants, ça n'existait pas à notre époque, bon service approvisionnement. Voilà. Donc c'est elle qui sait le contenu de ce qu'il y a dans les magasins, de ce qu'on a mis sur les étals. Et elle va donc juger j'allais dire le degré de fréquentation d'achat de tout. C'est que ce stock peut être épuisé à tel au rythme de Donc en fait c'est elle qui apprécie. Oui. Et dans ce genre de choses également, on ne rentre pas avec l'argent à la maison. C'est responsable des achats
donc des services d'approvisionnement, qui sait ce qu'il y a dans la caisse, qui doit savoir. Donc en fait, j'imagine que c'est son mari qui est le boss, qui sait, il a sûrement ouvert un compte quelque part, dans une banque coopérative, je ne sais pas où, mais l'argent doit être quelque part. Et la femme devrait plutôt chercher à avoir une signature, parce que elle a sûrement, et c'est pour ça même qu'il ne faut pas qu'on la mette à la caisse, c'est-à-dire qu'elle a sûrement à l'idée que c'est des shops du quartier. Ou bon, l'argent peut être une épicerie et on peut manipuler l'argent. Non, elle prend les 25, la donne à sa fille, va m'écraser le piment. Elle prend 50 francs, elle donne là-bas. Les enfants n'ont pas. Mais ils ont pas qu'est-ce qui peut expliquer que cet homme soit aussi défiant à confier ce poste d'argent à sa femme? Est-ce qu'il imagine qu'il aurait peut-être de la peine à lui poser des questions sur sa comptabilité, comment elle a géré? Il pense que ça pourrait à la longue créer des ennuis, des bisbilles dans le couple, et il ne veut pas l'assujettir à cette obligation. Absolument. À lui rendre compte. L'homme a sûrement regardé les rapports que son épouse a avec l'argent. Et il veut donc l'écarter de la caisse en lui donnant plutôt un poste de manager. Oui, de supervision. De supervision oui. De manager. Et la femme, je vous dis, elle a dû détourner l'argent quelque part. Même à la maison, elle doit être une dépensière hors norme. Oui. Et ça ne peut pas aller. Mais est-ce que foncièrement, il y a un problème à confier dans son entreprise les finances, la gestion quotidienne à son épouse? Oui. Je veux dire, est-ce qu'il... Oui, il y a des problèmes. Parce qu'on crée l'entreprise, même si elle est familiale, pour que ça reste. Vous parlez de Toyota, mais attendez, des Renault, c'est des entreprises familiales. Oui. Mais pour que ça reste, il faut justement enlever vos proches des postes où vous êtes susceptible de les mettre en prison. Et surtout s'ils ne sont pas compétents. Donc vous les mettez dans les postes où les rapports avec l'argent ne sont pas bien, surtout si vous les connaissez. Donc vous les mettez dans les postes de management, de supervision seulement. Donc ça risque d'empiéter sur votre couple. Comme c'est le cas de là maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? L'homme va décider qu'il résolve cette situation. Voilà, si quand on y en était l'épouse, quand on l'a doté, il n'y avait pas une clause quelque part où on a dit que tu viendras gérer l'argent de la caisse ici et ma soeur sera à la cuisine ou quelque chose de ce genre. Donc l'homme connaît sa soeur, connaît son épouse. Il doit décider en dernier ressort de ce qui va arriver. Quitte à madame d'abandonner le foyer ou même de la fonction. Oui, absolument. Il faut décider de cette manière-là. Là, on est dans le comble total. Nous sommes là. L'argent a dépassé le mariage. Ça veut dire que nous sommes là en relation d'affaires. C'est une femme qui ne va pas vous faire prospérer. Qui ne va pas vous faire prospérer. Mais elle est votre femme déjà, hein? Absolument. Pas au niveau absolument. La femme, elle peut être là, même le peu que vous avez produit, elle suce ça en 2 secondes et vous ne pourrez même pas acheter un terrain. Ne dit-on pas souvent que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire? On peut considérer que c'est le pire et qu'on doit s'abstraindre. On doit éviter le pire. Le pire qu'on demande, justement, au mariage, c'est qu'à deux, vous regardez le pire et vous l'évitez. Oui. Moi, on ne va pas droit au mur en disant que nous supportons. Ce n'est pas ça, justement, non. D'accord. On embrasse ce qui est bien, on évite ce qui est mauvais. Et ici, il faut amener la femme à éviter ce qui est mauvais. Si elle estime donc qu'elle doit perdre son mariage par rapport à cela, tant mieux. D'accord. C'est tant mieux pour l'homme. Alors, il faut dire que la question de ce matin, on pourrait aussi la rapprocher du climat des affaires au Cameroun et de la situation des PME camerounaises qui ont une durée de vie le plus souvent très éphémère, très courte. C'est un bon exemple. Du fait du management calamiteux qu'on retrouve en leur sein parce que monsieur a confié la gestion financière de l'entreprise à son épouse qui, elle, n'en a pas les compétences ni même la puisque vous ne pourrez pas l'amener au tribunal. Voilà. C'est son argent. Oui. C'est son argent. Elle a pris. C'est son argent. Vous ne pouvez pas. Donc, vous ne pouvez pas accuser votre épouse d'avoir volé l'argent à la maison. Puisqu'elle ne peut pas. C'est son argent. Donc, elle va l'utiliser contre votre gré. Voilà, elle va vous l'opposer. Alors, Florazé, c'est à vous qu'on s'adresse par la suite pour continuer à éplucher les aspects de l'histoire de ce matin. Donc, il est
interdit, est-ce qu'on peut dire ça, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Donc il est interdit de confier la gestion financière de son entreprise, la caisse, l'argent, les entrées à sa femme. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. Pourquoi? Parce que déjà, votre femme gère au quotidien la maison, la ration et tout. Ça commence par là. Surtout pour des femmes qui n'ont pas, vous me direz, qui n'ont pas peut-être poussé dans des études, mais déjà au quotidien, elle gère de l'argent. Elle sait planifier, elle sait comptabiliser. Non, mais elle gère de l'argent, pas pour un profit, puisque là, ça commence, on est là dans le vous business. voulez où ça commence quelque affaires. part. On vous dirait également un bon manager doit être celui qui a quand même, doit être un père de famille, doit d'abord savoir gérer sa famille avant de venir gérer une entreprise, etc. Et tout. J'épouse également cette idée. Mais je dirais également que le déclin de certaines entreprises est venu du fait que les uns et les autres ont géré ces entreprises avec les sentiments. Là, je suis d'accord avec Mbombok pour dire que quand on crée une affaire, pour que ça marche, il faut se faire entourer des personnes compétentes. Et puis ça veut dire que si vous constatez que votre épouse... Des personnes compétentes et de confiance. Oui, vous savez, voilà. Et aussi que la confiance n'exclut pas la méfiance. Et oui, et même ça, vous savez, je dirais puisqu'on est au premier saut, au premier essai, pourquoi ne pas confier la caisse à madame? Pourquoi ne pas confier la caisse à madame? Et c'est pas comme si votre épouse, c'était une tierce personne qui, après, allait s'enfuir, etc. Vous l'avez dit à mon box, c'est votre femme. Peut-être qu'ils ont 30 ans de mariage, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est votre femme. Donc, vous pouvez visiblement dire, ok, d'accord, si c'est ce qu'elle veut, allons-y. Peut-être parce qu'elle se dit, justement, pour être peut-être une bonne capitaliste, pour être une très bonne épargnante à la maison, etc. et tout, elle estime qu'avec peut-être ce profit ça sera un profit pour elle, également de pouvoir maîtriser la caisse de l'entreprise familiale, de l'affaire. Non, je dis. Est-ce que ce n'est pas. Prenons le risque. Il peut prendre le risque. Est-ce que ce n'est pas parce que. Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Est-ce que ce n'est pas une question d'ego pour cette femme qui voit débarquer dans une affaire avec son mari une belle-sœur qui va s'occuper de la caisse et elle se dit c'est elle ou moi? Est-ce que ce n'est pas davantage cette affaire d'ego et qu'elle s'estime blessée dans son ego? Non, je ne pense pas. Je ne connais pas cette femme personnellement, mais déjà aujourd'hui, vous savez, la femme d'aujourd'hui est entreprenante et puis je loue l'action du monsieur qui a introduit la dame dans cette affaire, parce qu'on connaît beaucoup qui ont entrepris à l'extérieur, en dehors de leur femme et tout. Donc déjà, c'est un point positif. Donc je viens pour dire qu'aucune femme ne souhaiterait, je dis bien aucune femme, je le dis encore, à moins qu'elle soit habitée d'un esprit diabolique de défaissiste et tout, ne voudrait voir son mari sombrer. Non, si l'affaire marche, c'est bon pour nous, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour l'avenir. Donc je dis que c'est un risque à prendre avec son épouse. Elle n'est pas aucun être humain est parfait. C'est-à-dire que s'il a peut-être misé sur la sœur, je ne dis pas, je ne veux pas entrer dans le conflit, belle sœur, etc. Tout le monde. Je dis, c'est pas là le problème. Mais il a fait confiance, par exemple, à une telle personne qui peut-être après 10 ans vous déçoit. Vous faites quoi? Non, il peut prendre le risque. Maintenant, il faut un dialogue. Vous pouvez aller en justice pour réparer le dommage causé. Mais vous y réfléchissez deux fois. On connaît qui ont fui. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à récupérer? Elle peut fuir, mais est-ce que la femme peut fuir? Justement, c'est pourquoi je dis ce matin, puisqu'on a affaire à... vous savez, moi, je ne vais pas être radical. Je dis il peut prendre le risque maintenant. Mais je dis d'un autre côté que, vous savez, quand vous maîtrisez vos personnes intimes, etc., puisqu'on parle d'entreprise familiale, vous pouvez également miser sur la compétence. Ça veut dire peut-être aussi, d'un côté, miser sur la formation. Je veux introduire ma femme qui n'a pas une certaine formation en tel ou tel autre poste. Elle peut bénéficier de cette formation, elle peut bénéficier de cet atout, et puis pour plus tard, nous aider à être un... D'accord, ok, on a compris votre position sur l'affaire. Cet homme doit comprendre et écouter sa femme et la placer où elle souhaite être placée. Alors, Chalamel, quel problème détectez-vous dans l'histoire de ce matin? Il s'agit de quoi? Monsieur Eric Fopoussi, il s'agit d'un homme qui parle trop. Il parle trop. Et ça lui remonte tout le temps au visage, monsieur Eric Fopoussi. Mon père, dans tout de son état, avait l'habitude de me dire à 2 enfants, observez la femme. À 2, observez la femme. À 3, analysez. Ne lui dites rien, monsieur Eric Fopoussi. Demandez-lui si vous avez un terrain
Je prends un exemple bête, que c'est le terrain de mon meilleur ami. Comme il ne peut pas être là, il m'a chargé. S'il te plaît, de temps en temps, passe, regarde ce terrain. S'il te plaît, toi qui bouges. À 3 enfants. À 4, dites-lui que non, mon ami là m'a demandé même de cultiver. Va désormais cultiver sur ce terrain. Au 5e enfant, dites-lui, là où tu cultives, là, c'est pour moi. Parce que vous savez que vous avez atteint un certain niveau avec la femme, monsieur le Fopoussi. Avec votre femme qui vous connaît mieux que vous. C'est en termes de stratégie. Préparez la femme à la gestion. Va, regarde, cultive, c'est pour nous. Elle aura pris la peine, monsieur le Fopoussi, de comprendre, de découvrir, de dire, ouais, comment il a choisi un tel accidenté comme ça. Ouais, comment est-ce que ton ami a préféré l'endroit là, je ne trouve pas. Mais non, c'est une bonne terre, hein. Il y a beaucoup de patates. Oh, lorsque je cultive le manioc, ça donne de bon. Elle aura le temps d'apprécier. Et cela, vous lui direz, c'est pour nous. Monsieur Eric Fopoussi, cette entreprise n'est pas familiale. C'est l'entreprise du mari, c'est le mari qui a créé. Ce n'est pas une entreprise familiale. Arrêtez de dire que parce que l'homme a créé, c'est une entreprise. Non, je suis désolé. Si ça avait été une entreprise familiale, monsieur Eric Fopoussi, il aurait associé la femme et ensemble ils auraient décidé. L'homme a dit, madame, tu t'occupes de ça. C'est pas une entreprise familiale. Oui. Je suis désolé. Alors, monsieur Eric Fopoussi, l'homme cherchant un partenaire a trouvé une adversaire, sa femme. Les adversaires du mariage, aujourd'hui en version occidentalisée, 5 points. Le sexe, la malbouche. Ah, c'est pour la femme, hein. L'omniprésence, le pouvoir et l'argent. L'argent étant le dernier, le plus gros, c'est-à-dire le plus gros dossier pour ce qui concerne les ménages. Je quitte mon mari à cause du sexe. Je quitte mon mari à cause de l'argent. Je quitte ma femme parce qu'elle parle mal. Monsieur Eric Fopoussi, c'est le problème de l'heure. Les filles d'aujourd'hui sont formées à tout sauf à savoir supporter. Voilà l'homme qui crée son entreprise. Qui organise stratégiquement son entreprise. Voici la femme. L'inauguration, c'est demain, monsieur Eric Fopoussi. La veille, elle commence à développer des esprits. Son 9e démon se réveille. Elle dit non, si tu n'enlèves pas ta soeur, monsieur Eric Fopoussi, s'il ouvre demain, il y aura un samedi. N'ouvre même plus. Reporte l'ouverture, monsieur Eric Fopoussi. Parce que demain, il ouvre, il y aura un samedi. Ce sera un disjoncteur ou un fil qui va lâcher. Parce que la femme a commencé avec la malbouche. Le mauvais karma de oui, la femme a commencé. Émergez-vous de la bouche de la femme. Oui. Je suis sûr que toi et moi, on ne sera jamais ensemble. Notre relation ne va jamais aboutir. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'une femme commence à aller dire enlevez-la de votre cœur, parce que dès l'instant qu'elle le dit, elle le pense tellement que ça devient, ça sort de son esprit pour se matérialiser. Tout ce que vous ferez devant cette femme, elle ne trouvera jamais bien. Donc pour dire, monsieur Eric Fopoussi, que lorsque la femme, et j'épouse l'idée de mon, et vous voyez mon développement, que lorsque la femme commence à dire enlève ta soeur, vous êtes en train déjà d'ouvrir une entreprise avec 2 belligérants. La femme va trouver que tout ce que la caissière fait est mauvais. Et la caissière qui sera certainement informée de ce que pendant ce l'autre trouvera que l'ensemble des bons d'achat faits sont mauvais. Ça sera une guerre et vous risquerez, monsieur Eric Fopoussi, faire comme Florazé a dit tout à l'heure, avoir une entreprise qui naît 1 an, 2 ans après, ça ferme. Merci. Charlabel, c'est compris. Merci pour ce développement. Alors, tendance cogne la voyageuse. Hey, maman. Miracle. C'est un miracle, ça. Donc j'ai en face de moi un homme qui me traite de voleuse. Oui. Le message est passé, papa. Mon époux, l'homme que j'ai épousé, avait un bagage intellectuel. J'ai un bagage intellectuel. Ma belle c'est aussi un bagage intellectuel. Il préfère sa soeur par rapport à moi. Mieux je travaille ailleurs. Quand tu me dis, je suis là, je vais m'occuper des commandes, tu vois que tu as trop fait. Hein? Tu n'as pas trop fait. Tu n'as même rien fait de bon. C'est un peu comme si c'était une femme du rayon. C'est un peu comme si c'était à l'accueil, que les gens viennent comme ça, ils les accueillent, que papa, ici il y a les croissants, là-bas vous pouvez trouver les yaourts, ici vous pouvez trouver le haricot vert, vous pouvez trouver les crèmes ronces, vous pouvez trouver les gnognons à la mititi. Mais dis donc, tu te moques de qui? Qu'est-ce que les employés vont dire? Mais c'est un poste stratégique. Non. Non, qu'elle aille travailler. Il ne me respecte pas. Si elle a un poste, qu'elle aille travailler ailleurs. Et entre employés, il y a le Congo, ça qui se passe. Quand les employés vont s'asseoir, qu'elles vont faire?
Madame le boss, la femme du boss, mon nez, regardez. S'il y avait la mousse, c'est elle qui est à la caisse. Mais il se moque de moi, Flora. Qu'est-ce que mes copines vont dire? Non, quelle est alors? Quelle a travaillé Qui veut ailleurs? dire que c'est mon époux qui a le supermarché, on va dire que je mens. Ok, faisons l'inverse. Si c'est moi qui ouvrais le supermarché comme ça, et que, vu le bagage intellectuel de monsieur, je le prends, il dit que va faire les commandes. Je prends ma soeur ou mon frère, je mets à la caisse. Il va prendre ça comment? Non, je n'ai Non, pas non, même non, pas. il va prendre ça comment? Je n'ai pas. Madame ouvre son entreprise, à la limite, je Vous, peux les hommes, venir vous- là, aider à porter les sacs. Si je, veux, et je ne suis pas dedans. Donc vous les hommes, vous nous faites... C'est les femmes et l'argent, monsieur Foposi Negou. Que les hommes Il arrêtent ouvre ça. une entreprise, je dis, madame, je ne Parce viens que- pas. Je viens en cas de problème. C'est ça. Voilà une Après, femme qui est en face d'elle. Voilà une femme qui est en face d'elle. Un monsieur qui la frustre. Il ne connaît pas sa place de femme. Elle n'a pas de dignité. Le respect, il n'y a pas. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est le respect. Est-ce que tu as... Oui, vous avez commencé avant que tu... Commencez même d'abord à travailler. D'ici 2 ou 3 mois, quand tu vas faire des inventaires, c'est où tu vas voir si madame a pris l'argent ou pas. Mais quand tu passes derrière le message comme ça, c'est me déstabiliser. Et du moment où je suis déstabilisée, c'est mieux que je te libère. Je te laisse travailler avec les gens que tu veux. D'accord. Je n'ai pas travaillé ailleurs. Ok. La honte va te prendre de moi, va dire que maman, son mari a l'argent jusqu'à mais elle préfère aller racoler chez les gens. Je vais alors faire que le travail de ménage chez quelqu'un. Je ne vais pas avoir ça dire, on écrit recherche d'une ménagère, je n'ai pas moi là-bas, il travaille. Tous tes amis vont être au courant que je suis ménagère chez quelqu'un. C'est pas mauvais. C'est pas. C'est pas mauvais. Tu es Ça te Même diminue les toi-même. œufs, Non, non, Ça non, te même diminue les œufs, toi-même. même les œufs, quand Un homme tu qui a peux l'argent, manger tu avant seras la maison, content. ça va pas Hein. déranger. Il dira bon débarras. Ah bon? Tu apprendras à la notion d'argent, ça va pas déranger. Tu apprendras comment gérer à partir il y a des gens dans cette Comme tu ville. me rabaisses là, il y a Monsieur pas de Lifo-Poussi, souci. les Ça gens- veut pas dire que les- je suis il telle est de temps- ménagère. Il est temps qu'on dise certaines vérités, monsieur Lifo-Poussi. Il y a des messieurs dans cette ville qui se baladent avec un fonds de commerce de moins de 10 000 francs CFA. Et je peux vous dire de qui il s'agit, les gens qui vendent les épingles, les gens qui vendent les aiguilles et les lames. C'est un commerce de moins de 10 000. Mais allez voir les investissements qu'ils font. Ils réussissent à construire des maisons, ils réussissent à avoir même des locataires et à avoir des femmes. Donc arrêtons de Non, penser que... mais pour autant, ça n'obéit pas à une... Non, non, je le dis, je ne cautionne pas, je dis, monsieur le Oui, propositeur, voilà. vous avez des gens qui n'ont vendu que les arachides toute leur vie et qui ne sont que dans les arachides, Oui. qui réussissent à s'organiser tout autour de ces arachides et faire quelque chose. Il est temps, monsieur, il faut aussi que les gens comprennent que lorsque vous décidez de vous lancer dans le monde des affaires, le monde des affaires sont comme le monde de la politique, c'est un monde très très violent où la Sans moindre sentiment. erreur peut vous être fatale. D'accord. Vous allez vous rendre compte que très peu sont, en fait, la majeure partie de nos opérateurs économiques qui ont réussi, qui dès le début vous ont dit qu'ils ont associé leurs femmes. Ils commencent d'abord par se lancer parce qu'il y a ça, il y a le capital confiance. Lorsque vous lancez une entreprise, tout commence, tout débute avec le capital confiance. Lorsque vous avez une femme qui, dès les premières heures, commence à mettre la méfiance, commence à mettre la suspicion, monsieur, c'est une affaire qui est vouée à l'échec. D'accord. C'est plutôt lui qui ne me fait pas confiance, Eric. Non, comment? Attends, non, expliquons un peu, voir. Je vais mettre mon cœur où ma main. On n'achète pas la Il ne me fait confiance, pas ma fille. confiance, Il ne te faut fait pas les- confiance, tu laisses. Le message est passé. Et quand c'est l'inverse, qu'est-ce qu'on Comme fait je parlais de aussi? La même ménager tout à chose. l'heure. Oui, Ouais. pour Ma être femme femme- ouvre son supermarché, elle ne me met pas dedans, mais je vais pour être applaudir. femme de ménage, non, passons. Je dis, Je fais laisse pas. d'abord le travail là. Je prends le call box, je pars en rouge, je fais moi le call box. Voilà, Bon, c'est Ok, bon. ce n'est pas donné à Avec parce une que caisse à l'école, côté. le bagage intellectuel ne serait pas donné aujourd'hui là. Pour aller à l'école, les parents doivent investir. Ils doivent payer, oui. Tu as peut-être une maîtrise en comptabilité. Du lycée jusqu'à l'université, on a dépensé combien sur toi? Quelqu'un vient te rabaisser à ce point. Hé, Eric, mieux j'ai fait moi mon call box. Je dis merci. D'accord. Et Ok, évitez de moquer on de va- l'argent que mes parents ont dépensé. Merci, Tu diras merci bon beaucoup. débarras. Tendance, merci beaucoup. Tout comme il peut te laisser à la maison, il te paie exactement le même salaire que tu aurais eu si tu Parce que travaillais. moi, Et si je travaille à la caisse, quoi va qui sont faire? capables de Si je travaille à la caisse, quoi va faire? de le faire. Il y a quoi que ça peut faire que moi je ne peux pas faire? Ok, voilà. En fait, le problème Ça fait dans le problème des enfants. C'est la vie, non. c'est la sœur. Ouais, c'est un problème des Non, mais c'est la On vie va, de tendance. On est dans Florazé, on va la vie de lire. tendance. Donc, comment quelqu'un On me va, dit- on va lire les messages que nous recevons de la part de nos téléspectateurs ce matin. Florazé, je vous en prie. Oui, à Garoua. Mettons-nous à la tâche tout de suite. Oui, alors la première réaction ce matin, c'est à Garoua avec Justin qui dit que peut-être dès le départ, on peut s'entourer de la famille, mais la suite voudrait qu'on trouve les bonnes personnes au bon endroit. Sinon, en gestion d'entreprise, les sentiments n'ont pas de place. C'est l'erreur à ne pas il ne faut pas commettre. Ne commettre. commencez pas avec la famille. Et vous l'abandonnez. Et c'est Et vous l'erreur. l'abandonnez. Ne laissez. Mon frère, ne commencez pas avec la famille. Autant bien laisser.
Alors, une autre réaction ce matin. La femme se dit toujours être le bras droit de son mari dans tout ce qu'il entreprend dans sa vie. Alors moi, je trouve que c'est cette femme a raison de réclamer ce poste gestionnaire des finances de cette entreprise. Vous êtes dans ce couple pour savoir ce que l'homme vit. Franck Abertois réagit. Il dit, juste pour faire un petit... Il ne comprend pas pourquoi ce que la femme veut au juste. Je crois que c'est ça. Soit elle voudrait peut-être être à la tête de l'entreprise, hein, ou alors mettre tout simplement l'œil sur l'argent de son mari. Elle veut l'argent. Elle veut l'argent. Elle veut l'argent pour la famille, pas la famille avec l'homme pour sa famille. Ouais, ça, voilà. C'est une précision importante. Voilà. Ou bien elle a une suspicion, elle se dit que la sœur de son mari pourrait s'enrichir à la place. Ce n'est pas ça, que son frère veut lancer sa famille au détriment de sa propre famille à elle. Raison pour laquelle c'est elle qui doit être là. Parce que dès qu'elle sera à la caisse, elle va chercher l'un de ses cousins, son frère, qu'elle va mettre comme surveillant de rayons. Après, magasinier. Monsieur, il faut pousser. Alors, Florence, je vais lire les messages, je vous en prie. C'est des précisions importantes. Oui. Alors, une autre réaction ce matin. Alors, pour le monsieur qui crée donc ce supermarché, il doit avoir un code selon le code du commerce, la caissière est la seconde personnalité après le chef. Donc pour cet homme, c'est la famille avant tout au détriment de sa femme. Et c'est pas normal, c'est Armel qui réagit à Yaoundé. Mais on ne met pas n'importe qui à la caisse, hein. Il faut bien savoir. Est-ce qu'elle n'a pas fréquenté Eric? Non, c'est pas une question de le fréquenter. C'est un fréquenter. problème de savoir résister à la On ne connaît pas les manipulation de personnes, on ne vit pas avec eux. On essaie juste de... Je vous dis que dans les affaires, il y a une forte dimension spirituelle. Absolument. On ne met pas surtout au niveau de la gestion financière. de l'argent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des capacités à faire rentrer l'argent. Dès que vous la mettez devant une caisse, tous les jours, vos recettes sont énormes. Des gens qui sont compétents, vous les mettez devant la caisse, c'est mort. Rien ne passe. Cette femme même est très dangereuse. Elle est très dangereuse parce que Monsieur Eric elle est en train de diviser sa famille. Oui. Elle divise sa famille, monsieur Eric Fopoussi, parce que elle a abandonné sa famille depuis la dot, depuis le mariage, pour embrasser une nouvelle famille. C'est les non-français là qui nous tuent. D'accord. C'est ma femme, c'est ma belle-sœur, c'est ma ceci, c'est mon mari. Il faut qu'on arrête cela. Lorsque vous avez quitté votre famille, vous rentrez dans une autre famille, les termes doivent changer. Et je dois aussi dire quelque chose aussi dans les affaires. Hein. Il y a des gens à qui vous faites confiance. Vous savez que cet individu à qui vous faites confiance n'est pas quelqu'un d'honnête, est une personne qui a des avantages dans les contrats qu'il négocie. Mais vous prenez le risque mais vous conservez la personne, pas parce que la personne vole, parce que la personne a la capacité de renflouer les caisses, d'avoir l'argent. Quand vous le changez, vous mettez quelqu'un que vous considérez d'honnête, vos affaires tombent parce que personne ne vient plus faire contrat avec vous. Il y a une dimension spirituelle dans les affaires. D'accord. Sauf que ça ne se voit pas travers la boule de cristal. Voilà, et je peux vous dire que cet homme doit connaître sa sœur, avec qui il a grandi, forcément. Donc il sait que quand il était petit, elle avait cette capacité-là à faire en sorte que l'argent puisse rentrer. Elle avait des capacités, des dons naturels pour attirer l'argent. En tout cas, merci beaucoup pour cette histoire, mesdames, messieurs. On va poursuivre le 10-12, le zénith de ce jeudi matin, avec la colère de Charles Hamel. Tout de suite, à tout de suite alors. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du personnel de la marine marchande qui n'a toujours pas trouvé de solution depuis des mois, voire des années. Je m'interroge sur la question du mépris que vit le personnel de la marine marchande dans les principaux ports de ce pays, si ports même on en a. Quel est le rôle du syndicat national des inscrits maritimes et assimilés du Cameroun, en abrégé SINIMAC? Le Cameroun est en train de se préparer à assister bientôt aux obsèques de tous ces marins sacrifiés sur l'autel du laxisme d'une administration maritime aux mains de profanes et à l'esclavagisme de leurs employeurs. Je me demande encore si nos dirigeants sont conscients du mal-être général qui envahit cette République
depuis des mois, pour ne pas dire des années. Comment comprendre que les organismes internationaux, tels que l'Organisation internationale du travail, l'Organisation maritime internationale, l'International Ship and Port Security Code, ISPS, l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, OMAOC, affirment que le Cameroun ne respecte pas ses engagements sur les plans administratifs, diplomatiques et financiers. Savez-vous qu'à toutes les conférences et symposiums du monde maritime, le Cameroun brille par l'absence criarde des représentants attitrés dans les académies maritimes dont il est membre? Savez-vous que le Cameroun, oui, notre pays cumule par ailleurs environ 12 ans d'arrêt de cotisation dans ces dernières instances. Ces mêmes arrêts de cotisation sont de 15 ans pour l'Académie maritime d'Abidjan et du même ordre pour la Maritime University du Ghana. Si notre rôle est de dénoncer, alors je m'interroge encore sur les multiples complicités qui entretiennent cette situation ô combien abracadabrante des fils de cette République. Savez-vous que le marin camerounais mène une vie de misère et de pauvreté extrême? Savez-vous qu'il dépense très cher pour sa formation, mais ne gagne rien en retour parce qu'il ne travaille pas assez? Savez-vous qu'à titre d'illustration, que la formation élémentaire de base nécessite 1500 $ américains pour une session à la de 6 semaines, au moins à 3 mois tout au plus? Savez-vous que la formation des officiers coûte facilement 3000 $ américains au moins par trimestre pendant 4 ans pour les cadets et pendant 7 ans à Abidjan et 5 ans au Ghana pour les Chief Engineers, commandant au long cours et aux officiers supérieurs? Savez-vous que le marin camerounais n'a aucun statut social, qui est d'ailleurs bafoué par des pratiques non conventionnelles, avec la mise en place d'une convention collective des marins à l'absence des marins, avec comme personnalité présente à chaque fois le ministre du Travail et de la Sécurité sociale? Comment comprendre la plus que trop présence de certains colons qui se disent armateurs sans bateau, qui utilisent et exploitent le matériel de l'État? Quel est le rôle trouble que jouent les autorités en charge des secteurs portuaires et maritimes dans cette affaire-là, malgré l'obtention de l'agrément autorisant le groupe professionnel des marins marchands du Cameroun à exercer dans l'enceinte du PAD? Comment comprendre que les marins camerounais fonctionnent toujours avec le code de 1962, alors qu'il existe un nouveau code dont le Cameroun est le précurseur, via l'ancien ministre des Transports Martin Aristide Okuda? Comment comprendre que les marins marchands soient privés d'emploi dans leur propre secteur au profit des sociétés de gardiennage et des aventuriers? Savez-vous que les marins camerounais souffrent du fait de la présence massive de leurs collègues d'origine étrangère dans les eaux territoriales camerounaises qui les laissent sans emploi? Savez-vous que 75% des mains étrangers sont employés dans les ports camerounais, alors que 90% des marins locaux sont sans emploi? Comment comprendre qu'on n'applique pas la règle du 75-25 du Code de la marine marchande qui prescrit que l'équipage des navires sous juridiction camerounaise soit constitué à 75% de nationaux et à 25% d'étrangers? Comment comprendre que les pouvoirs publics accordent plus de crédits aux étrangers qui naviguent à plus de 95% sur les eaux territoriales camerounaises, qui ont monopolisé les caboteurs, les suppliers et les champs pétroliers? Des étrangers qui, faut-il le dire, naviguent à plus de 95% sans carte maritime, avec seulement leur carte nationale d'identité. Comment comprendre que malgré les multiples notes des déclarations de manifestation, des dénonciations et d'informations adressées au Sénat, à l'Assemblée nationale, au sous-préfet de Yaoundé 3e, de Douala 3e et les autorités administratives en charge des secteurs maritimes, on se demande, ils ont fait remonter l'information, mais rien n'est fait. Comment comprendre que ce soit les dockers agréés pour la manutention, les billes, les policiers et gendarmes qui assurent la sécurité à bord des navires, en lieu et place des marins, tout cela avec la complicité des autorités portuaires? Pourquoi avoir formé ces enfants? Pourquoi laisser les écoles de formation prospérer et à la fin ne pas trouver le travail à ces jeunes? Comment comprendre que des aventuriers de tous bords exécutent les travaux d'entretien qu'on refuse aux marins marchands sans avoir rempli aucune formation, aucune condition? Comment comprendre que les autorités portuaires recrutent les élèves des écoles maritimes de la place pour représenter les marins professionnels lors des différentes évaluations
pour la validation de l'application du code ISPS au port de Douala. À la fin, on se retrouve avec des marins qui sont sortis de l'école depuis, qui ont perdu même les notions parce qu'ils n'ont pas de boulot. Allez voir les marins de Kribi. D'ailleurs, ils se préparent à descendre dans la rue. Bravo! Et après, on se plaint que l'économie camerounaise est à la traîne. On va dire que le commerce donc maritime est un secteur tout à fait fort et présent dans le monde entier. Donc la marine marchande ou la marine de commerce, s'il faut trouver un terme synonyme à cela. Il faut dire également que les échanges commerciaux par voie maritime occupent 95% du commerce international. C'est un chiffre qui est assez lourd et comprendre que les enjeux sont grands, sont énormes. Et au Cameroun, sur nos eaux territoriales, Charles Hamel l'a dit, c'est la domination ou la dictature des étrangers. Environ 70% sont donc des étrangers qui sont là à occuper des fonctions, des postes qui devaient être dévolus aux Camerounais. Donc 90% de marins formés au Cameroun sont au chômage. Si vous, ça ne vous choque pas, c'est extrêmement choquant d'avoir cette situation dans ce pays et on peut aujourd'hui comprendre pourquoi notre gouvernement ne protège pas la main-d'œuvre locale, ne protège pas le contenu local, mais a opté pour vendre le pays aux étrangers. Et c'est ce qu'on remarque donc dans tous les secteurs et la marine marchande semble ne pas être à l'abri de cette situation. Alors, Mauro Bengan, qu'est-ce qui explique qu'on ait autant d'étrangers, qu'on ait autant qu'on emploie peu la main-d'œuvre camerounaise au sein de la marine marchande au Cameroun? Parce que dès le départ, nous ne l'avons pas pris, les marins, comme une profession. Même la transition entre, j'allais dire, l'administration coloniale et nous, on ne l'a pas considéré. Charles Hamel parle des thèses de 52, certes, mais il y a 62, pardon, mais il y a pire. En réalité, c'est en 2006 que le texte qui organise ces secteurs-là, on appelle les conventions Marpol, ont été changés au Cameroun. Et vous savez, jusqu'en 2006, le texte qui régissait la marine marchande au Cameroun datait de 1927, c'est-à-dire l'époque de la Société des Nations. Donc même ce qui a été fait pendant l'Organisation des Nations Unies n'avait jamais intégré le corpus de l'organisation socio-professionnelle dans notre pays. Même de 62, en réalité, c'est parce que on était, je pense que c'est les Allemands qui avaient fait le premier navire qui était à l'époque, et même, on n'avait même pas encore la CAMSIP, donc on était dans des velléités d'organisation et on a pris un texte français qui régissait d'abord l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française. Bon, on a élaboré un texte, semblant de texte pour donner, j'allais dire, des velléités d'observation. Pourtant, les Gabonais, je disais encore les chiffres chez les Gabonais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit au Cameroun. Oui, rien du tout. Rien. Les Camerounais se forment en Grèce, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Oui. Il y en a en Grèce et bien formés et tout. Et d'abord, peut-être faudrait préciser que les marins assurent la police des navires. Ouais. D'abord, vous devez avoir vos propres navires. Et ensuite, les navires qui accostent chez vous doivent avoir, et ça c'est l'autorité qui doit le faire, doivent avoir un contrôle des marins locaux. Ça se passe comme ça dans tous les pays. Absolument. Donc vous ne pouvez pas arriver à l'aéroport de Douala et trouver la police française. Non. Surtout que vous vous trouvez dans les eaux territoriaux camerounais. Absolument. Voilà. C'est la police camerounaise qui accueille tout le monde là, qui entre, ainsi de suite. Il en est de même de ce qui devait être fait au niveau de nos ports maritimes. Vous entendez Rio dos Cameroun, même l'on de Cameroun, c'est venu avec des explorateurs. Des explorateurs. Donc, comment vous pouvez avoir votre identité qui vous est donnée, j'allais dire par les marins, et que à la suite, vous dites que les marins, on n'en veut plus. Donc, je ne comprends pas. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de volonté politique,
Et je me rappelle dans une autre vie, quand je vous rappelle cette histoire-là, c'est qu'il y a 2 enseignants, il y en a même un, je pense qu'il est de Kribi, professeur Ndende. Il est l'un des meilleurs au monde en droit maritime. Oui, professeur Ndende, oui. Ndende, il est suivi par une autre dame. Elle a même travaillé au port de Douala, au port autonome de Douala. Elle n'y a pas fait 6 mois. Elle est rentrée en France. Elle s'appelle Paulette Ngombokba. Et l'autre, que peut-être beaucoup de gens connaissent également, c'est le professeur Charline Tamak. Charline Tamak a été footballeur au Canon de Yaoundé. Il a même gagné la Coupe des Nations en 2008 au Maroc. Mais quand son papa, qui était à l'époque doyen de la faculté des droits et sciences économiques, et Peter Tamak Yana, il lui a dit, un enfant est appelé à remplacer son père. Laisse-moi cette affaire de football. Le gars, il est aujourd'hui un grand enseignant du droit maritime à Oxford, à Cambridge et tout. Bon, mais quand il vient ici, il n'est même pas connu. Donc, il y a beaucoup. S'il y avait de la matière. La Coupe d'Afrique 88, hein, vous avez 2008. Tu veux non, juste... pardon, d'accord. Voilà. La Coupe de 88 au Maroc. Au Maroc, oui. Au Maroc, il était à latéral gauche au Canon de Yaoundé à l'époque. Oui. Voilà, vous avez de la matière. Donc, quand les Charlène Tama arrivent, regardez, il n'y a rien. C'est triste. D'accord. C'est triste. Bon. Apparemment, le Cameroun n'a même pas de compagnie maritime publique. Oui. Alors, donc, ce qui est encore plus choquant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des éléments du BIR qu'on utilise pour faire le travail de ces marins. Qu'est-ce qui c'est une incongruité énorme. Oui. J'allais une incongruité énorme, inimaginable. Donc, en fait, quand vous avez manque de volonté politique, quelque part, ça devient gênant. C'est-à-dire que vous avez un corps, vous savez que vous avez des enfants qui sont formés pour exercer une activité qui est rentable pour le gouvernement et vous les laissez, vous préférez faire des choses à volo. Vraiment, c'est regrettable. Charabel, je serais tenté de vous demander qu'est-ce qui fait peur pour qu'on ait autant peur de ces marins formés au Cameroun? Monsieur Eric Fopoussi, je vous renverrai dans les déclarations de Bobok tout à l'heure. Vous allez vous rendre compte que depuis la base, même c'est du copier-coller. On a fait du copier-coller à la prendre en France pour venir faire le copier-coller. Monsieur Eric Fopoussi, le Cameroun est un État maritime. Nous avons 590 km de côte. Ce n'est pas négligeable, monsieur Eric Fopoussi. C'est dire que nous sommes considérablement et de toutes parts ouverts, monsieur Eric Fopoussi, à la mer. À la mer. Le malheur, si je peux dire, des marins a commencé en 1991. Bombog l'a évoqué, 91-92, avec la fermeture de la Cameroon Shipping Lines, monsieur Eric Fopoussi. Lorsqu'on a fermé cela, le Cameroun n'a plus accordé de bourses de formation dans le secteur maritime. Et d'ailleurs, même je vous l'ai dit, il figure d'ailleurs sur la liste noire des États maritimes pour non-respect des règles, conventions et accords. Absolument. Monsieur Eric Fopoussi, comment voulez-vous que, à l'international, les institutions ne soient pas surpris? Le Cameroun a, je vous cite, des fleuves, des mers, piscines. Le Cameroun est spécialiste dans les exercices de suivi en mer. Le Cameroun a l'école régionale de la SECNA pour la maîtrise de la lutte contre les incendies. Des instructeurs pour la formation paramilitaire, des spécialistes en médecine des catastrophes pour le secourisme en mer, des professeurs de droit maritime pour la responsabilité civile des marins et leur éveil au code ISPS. Bobo vous a cité le nom tout à l'heure. Et le Cameroun n'a pas une seule école de formation élémentaire de base. Comment comprendre que pour se former, les gars quittent du Cameroun pour aller se former, M. Eric Fopoussi au Ghana, en Côte d'Ivoire, d'autres vont jusqu'en Grèce. Aucune formation, aucune école de formation élémentaire. Les gars se battent comme ils peuvent. Ils vont à l'école. Ils payent 1500 $, 3000 $ pour leur formation pour devenir comme officier. Convertissez en francs CFA, vous voyez ce que ça fait. L'État les accueille, on filme, on présente ces cuvées de nouveaux officiers marins, la marine marchande, mais après on dit que c'est terminé. On a souvent vu Zachary Perevet le faire, hein, lui qui a d'ailleurs le plus souvent vanté la force même de ces marins camerounais. Monsieur Eric Fopoussi, savez-vous que les jeunes marins camerounais aujourd'hui, détenteurs de certificats, n'ont que des certificats périmés?
des certificats qu'ils ne peuvent plus renouveler. Ça, il faut le dire. Et c'est depuis ces derniers temps, l'État se sert de cela. Vous avez des gars qui sont sortis avec des certificats. Les certificats ne sont pas renouvelés. Je tiens à préciser, M. Éric Fopoussi, que pour ceux qui font dans le secteur de la marine marchande, ils doivent se recycler tous les 3 ans ou 5 ans, suivant leur niveau et le grade. Vous avez des gars qui sont sortis avec des certificats. Les certificats, du moment qu'il est opérationnel et actif, on ne les recycle pas. Le certificat devient périmé, M. Rifopoussi. Savez-vous, M. Rifopoussi, que la majorité des commandants ou des pilotes camerounais exerçant dans le chenal du Vouri sont hors la loi parce qu'ils ont des certificats complètement périmés? M. Rifopoussi. Voilà des jeunes qui sont sortis, voilà des écoles qui ne cessent de former, les voilà qui décident d'aller dans la rue. Ils ont décidé de tout sortir, d'aller dans la rue et de dire, ok, puisque c'est le BI qui nous a remplacés, la police qui nous a remplacés, la gendarmerie qui à des moments vient nous remplacer et qui contrôle tout. Allons donc dans la rue qu'on nous dise ce que nous on va devenir. Alors il faut dire qu'il y a beaucoup d'avantages en mer et c'est cela qui aiguise les appétits chez les uns et les autres. Lorsqu'on a choisi un métier et on se rend compte que notre métier est plus juteux, le mieux c'est de démissionner du métier d'option des policiers et qu'on estime que ça va être marin qui est beaucoup plus juteux. Vous ne savez pas si bien le dire. Le pays qu'on a, la Hollande, voilà. Qu'est-ce qui a fait l'industrie de la Hollande? Voilà. Mais c'est la mer. C'est la mer, voilà, tout à fait. C'est la mer. Et encore, je vais ajouter que ceux qui grévaient en face d'Omnisport, pas d'Omnisport, on a bavardé, on a dit voilà la situation. Le lendemain, on a dit non, venez, on vous prend, on vous envoie au port autonome de Kribi. Mais ceux qui sont partis au port de Kribi avec leurs propres moyens. Il fallait qu'ils se logent avec leurs propres moyens. D'autres étaient obligés de dormir dans l'enceinte du port, de se débrouiller pour le mettre. Au moment où ils espèrent, où ils pensent qu'ils peuvent être là, on envoie le billet, on envoie la police encore pour dire non. Ils viennent d'abord regarder, il faut contrôler, attendez pour qu'à la fin on les demande qu'on va voir, on va étudier au cas par cas. Mais c'est quoi cette histoire? Et surtout que l'enjeu est très fort puisque, ayant discuté avec quelques marins, quand vous les écoutez, ils ont des idées magnifiques. Ils ne veulent pas seulement qu'on les emploie, ils veulent proposer des choses qui pourraient dynamiser le transport maritime au Cameroun. Par exemple, il faut voir comment on va densifier le transport maritime pour quitter de Kribi à Douala, par exemple, organiser des croisières en haute mer. Tout ça, ils ont des idées qui foisonnent. Comme le transport des marchandises, tout à fait. Donc, ils ont des idées qui foisonnent, mais personne ne veut les écouter. Alors, tendance, juste un mot pour qu'on sorte rapidement de ce sujet. Ils ont d'abord tapé 3 ans à l'Omnisport. Dans ma tête, je savais qu'on les envoyait à Kribi comme ça pour les loger. Donc, depuis le salaire, rien. Donc, ils ont sacrifié leur vie 2-3 ans. Ils n'ont même pas eu 5. Il faut voir ces lignes, il faut voir ces doigts là. D'accord. Voilà, merci Chalamel pour cette chronique. Je rappelle que nous sommes tout qu'avec les marins de Kribi. Madame, monsieur, on va marquer une pause. Nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième partie de cette émission. Madame, monsieur, pour cette deuxième partie de votre magazine 10-12, le Zénith. C'est sur Equinox Télévision. On est très heureux de vous accompagner pour cette deuxième partie qui démarre. Les rendez-vous, vous les connaissez, mais avant d'y aller, on va d'abord s'arrêter net avec vous, Florazé, pour prendre quelques messages envoyés par nos téléspectateurs ce matin. Pour cette seconde partie, la réaction du docteur Jean Folac, océanologue qui réagit, il dit, il remercie d'avoir touché en tout cas le domaine pour lequel il a passé tout son temps à défendre en vain dans la carrière et la recherche océanologique, qui est donc logé dans un institut de recherche agricole au Cameroun. Et puis c'est tout de fait à l'envers, tout à fait à l'envers de ce côté. Voilà. Océanologue, vous avez dit. Docteur Folac. D'accord. Docteur Folac, on vous envoie nos salutations. Beaucoup de courage, c'est pas évident puisque vous comprenez que c'est un secteur, on l'a dit, qui est aujourd'hui occupé par les étrangers. Il est temps que les Camerounais prennent en main ce secteur-là. Mais s'ils ne sont pas écoutés, c'est comme ça pose même le problème. Il a décliné sa spécialité, les océanologues. Ça veut dire que... Dans l'étude, on en a besoin. Le Cameroun a besoin d'avoir... On a le musée maritime, monsieur Éric Fopoussi. Absolument. À partir du musée maritime que nous avons à Douala, et je crois que c'est l'un des meilleurs, des piliers en Afrique centrale, on a besoin des océanologues qui vont aller travailler dans ces zones pour étudier non seulement les espèces marines, la qualité de courant
Il faut qu'on aille réveiller Cousteau. Et c'est aussi l'occasion de mettre en place, grâce à ces spécialistes-là, des stratégies pour que nous puissions tirer davantage profit, du moins, de tout ce qu'on peut qualifier de dynamisme de nos eaux territoriales au Cameroun. Parce que quand on voit, est-ce que ça profite aux Camerounais? Combien ça rapporte les échanges commerciaux en mer aux Camerounais? Les Camerounais, est-ce qu'ils gagnent quelque chose là-dedans? C'est la des questions. Et ça, ce n'est que des nationaux, des Camerounais patriotes qui peuvent faire en sorte que 95% des échanges commerciaux mondiaux qui sont par voie maritime, je le rappelle, puissent bénéficier aux Camerounais de tous les jours. Florazé. Ali réagit ce matin, il dit que le problème des marins, c'est une volonté politique. Donc il faut que les marins partent sanctionner ce gouvernement aux élections tout simplement, mais qu'ils participent le plus souvent aux différentes caravanes. D'accord. Alors, je voudrais faire une précision. Hein. On n'a pas voulu citer les écoles privées de formation des marins. Le propos qui était le nôtre sur ce plateau, d'ailleurs Chalabel l'a dit, c'est que l'État devrait mettre sur pied une école de formation des marins. Tout à fait. Voilà. Oui, parce que justement, parce qu'autre a une autre réaction qui dit justement avoir des écoles de formation, par exemple à Limbé. Il y en a à Limbé, il y en a ici à Douala, on les connaît, mais ce n'est pas de ces écoles-là qu'il s'agit. Ça ne doit pas être, j'allais dire, une volonté d'un ou deux citoyens, ça doit être une volonté politique de créer les écoles de formation des marins et de les utiliser. Voilà, c'est ça. Eric nous écrit depuis Lyon, il dit que le Cameroun reste à la traîne pratiquement dans tous les secteurs économiques, notamment dans le secteur marin. C'est vraiment dommage pour le système en place, pense-t-il. Si vous faites un tour au port, vous allez voir, c'est les Nigérians. Vous allez retrouver des gars qui sont les Indiens, mais vous vous demandez, on est où là? Et puis, c'est là où je donne finalement raison en Bongo, dans ceci qu'il décrit tout le temps que la nationalité camerounaise est confiée aux étrangers. Si votre carte nationale d'identité doit être faite par des structures étrangères, vous comprenez pourquoi la supervision, même au niveau du port, doit être faite par des étrangers. Charles Hamel, j'ai fait une semaine pendant le mois de mai dernier à sillonner les eaux pour voir qui pêche. Ouais. Les Camerounais sont confinés au rôle de couper le bois de sèche. Ce sont les Ghanéens, les Nigériens, même le Niger. Le Nigérien vient apprendre à pêcher au camp des autres. Les Camerounais, je vous dis, ils coupent le bois pour sécher les fakas. Voilà, ils ne pêchent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Une autre réaction ce matin par rapport j'ai pris un proverbe, une réaction de Charles Aimé à Bonabéry. Un proverbe dit « La fortune vient en dormance », c'est dire que le moyen le plus sûr de s'enrichir est d'attendre passivement un euro coup du sort. Donc que cette femme oublie cette idée, car sa belle-sœur est désormais sa sœur, donc elle ne jalouse pas ce poste. Hein. Je pense bien à cause, voilà, pour savoir ce que son mari il fait pas confiance. On va arrêter là pour l'instant avec les messages, mesdames, messieurs. On va prendre, et ça c'est passionnant, la revue des réseaux sociaux, Florazé. 3 informations pour ce jeudi 20 septembre, c'est fou comme le temps passe si vite, et nous parlons justement de présidentielle pour cette année 2018, des partis de l'opposition qui rejettent la subvention du gouvernement, on en parle ce matin, rappelons que le ministre de l'administration territoriale devait donc procéder à la remise dans la subvention du gouvernement au titre de l'élection présidentielle. On rappelle que plusieurs candidats déplorent les montants attribués aux différents candidats. On parle de 15 millions de francs CFA, donc c'est la somme qui a été attribuée à chaque candidat par le gouvernement. 3 candidats ont refusé de prendre cette aide à la campagne qu'apporte l'État. On a le MRC de Maurice Kamto, on a Franklin Nyendi Forsèche, Espoir Matoma qui ont refusé de décharger cet argent. On rappelle que tous sont d'accord. Ce montant, certains estiment qu'il est insignifiant, certains estiment même sur la toile que c'est susceptible de créer des tensions sociales. Donc voilà, dans un montant qui divise justement au sein de l'opposition. 15 millions de francs CFA, Eric Fopoussi. Voilà. Alors,
Ce matin, on va s'attarder autour de ces 15 millions parce que pour ceux qui étaient hier à Yaoundé, au ministère de l'administration territoriale, ce qu'on a vu là-bas quand même était quand même terrible pour une démocratie. Je pense que c'est l'un des moments les plus forts hein, de ce scrutin présidentiel puisque il y a eu des gens qui ont refusé de décharger l'argent. C'est-à-dire que on n'a jamais vu ça, que c'est petit, que c'est insignifiant. Ils ont estimé que cet argent-là, mais sauf que à côté de ça, il y avait des gens qui arrivaient là. Vous avez un candidat qui envoie, enfin pas qui envoie, il y a 3 représentants d'un seul candidat. Et mais finalement, qui va décharger parmi vous? Mais les 3. Donc le ministre était obligé d'appeler mais qui est celui qui va décharger l'argent? Vous comprenez qu'au Cameroun, lorsqu'on parle d'argent, c'est toujours assez compliqué. Alors bon, Bengal, est-ce que ce que les candidats avancent comme argument pour refuser cet argent, vous trouvez ça tout à fait acceptable, recevable? Ce n'est non seulement recevable, mais c'est ce qu'il faut faire et même ajouter d'autres actions. Mais seulement il faut préciser que même ceux qui ont déchargé, il ne faut pas les condamner. Parce que nous sommes en matière de politique et chacun a ses stratégies. Oui. Vous pouvez prendre cet argent pour acheter le carburant. D'autres, même ceux qui refusent, je ne les condamne pas. Donc, mais en fait, mais est-ce que justement ça ne vient pas conforter l'idée qu'ont les gens que ces personnes qui refusent l'argent sont là pour faire du business et espérer avoir un gros pactole et qu'ils se retrouvent avec enfin, je veux dire, c'est l'image que certains candidats ont. On peut faire les interprétations qu'on veut. Oui. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que l'État du Cameroun ne veut pas d'alternance au pouvoir, au sommet de l'État. Donc, et justement, c'est pour cette raison, oui, c'est pour cette raison qu'on vous envoie sur des fausses pistes. On vous dit, vous allez vous couper les têtes. Vous voyez, bon voilà, pendant que tel autre a refusé, tel autre est venu, laissez ces débats-là. Est-ce que le vrai combat n'est pas justement d'imposer une loi qui précise clairement le montant? En 2004, c'était à 15 millions. En 2011, on est monté à 30 millions. En 2018, on revient à 15 millions. Est-ce qu'au final, ce n'est pas peut-être de préciser désormais dans une loi le montant exact de ce qu'on nous mais est-ce que nous avons une bonne loi? Nous n'en avons pas. Oui. Et vous qui êtes juriste, vous nous dites souvent qu'une loi a un esprit, il a la lettre. Oui. L'esprit de la loi qui encadre les élections au Cameroun, qu'est-ce que vous voyez comment ça a été fait? Lorsqu'il a été voté, d'abord la réforme de 2012, que vous faites allusion, c'était d'abord que le député doit donner, je pense, dans les 10 ou 8 millions de francs. Oui. 3 mois après, ils se sont rendus compte que ce n'est pas vrai. Alors qu'on leur disait que ce n'est pas possible. Mais les députés l'ont voté. D'accord. 3 mois après, on les rappelle pour leur dire non, et essayer de revoir à la baisse. Vous voyez que l'esprit que l'exécutif qui a phagocyté tous les autres pouvoirs a, c'est que vous me laissez là tranquille. Vous me laissez tranquille et vous faites tout pour que personne ne vienne me déplacer. Voilà, c'est ça l'esprit. Donc, que ceux qui prennent ou ceux qui refusent n'entrons pas dans les débats de dire que oui, ils pensaient qu'on allait donner 150 millions pour ce non. Justement, ils veulent qu'on y entre. C'est ce qui s'est passé en 92. Lorsque vous regardez aujourd'hui le président comme, du PAL comme Célestin Bézigui et Kodok, le Bello Bouba, je vous dis, ce n'est pas des traîtres. Oui. Parce que dès juillet-août 1991, Bello Bouba, par exemple, vous dit, moi je suis un prince, et un prince reste du côté du pouvoir, il ne s'accommode pas avec l'opposition. Kodok vous dit, je vais négocier avec tout le monde, y compris avec le parti au pouvoir. On commence à savoir, est-ce qu'on va renvoyer ou pas les élections législatives? On sort d'une réunion à Douala, Bézigui se retrouve au palais de l'Unité pour prendre l'argent avec les Antar Sangay, les Kumbimbilitik, les Gustave Saka, il y avait plein de partis. Donc en fait, il y a toujours cette débat et on veut vous envoyer dans ces débats. Vous les laissez. Non, mais quand même, pour la démocratie, pour que à l'avenir on soit quand même fixé sur le l'avenir exact de ce ils ne veulent pas à l'avenir le financement public des campagnes électorales. Oui, mais puisque ce pouvoir ne le fera pas. Donc à l'avenir, je souhaite
que les partis, les 8 qui sont là, commencent, comme on l'a dit hier, à s'unir sur des problèmes, j'allais dire, factuels. Factuels. Et le CAM n'a pas, la CRTV n'a pas, on ne part pas. La consolidation des résultats de vote, on fait comment? Voilà comment, de manière factuelle, on va arriver. Et c'est comme ça que nous verrons la démarcation entre les partis qui sont des tops du parti au pouvoir et les partis qui sont vraiment les partis d'opposition. Parce que sinon, vous allez dire, oui, mais les opposants camerounais sont que les opposants. Non, tous cela ne sont pas des opposants. Personne ne l'a dit. Non, les Camerounais, ils pensent que... Ce que l'on observe, c'est qu'une fois de plus, tout le monde semble surpris par cette situation, d'ailleurs, et c'est peut-être là aussi que ça pose problème, la démocratie. Ça veut dire que beaucoup ont eu la présomption de ce que si on a augmenté le montant de la caution, ça veut dire qu'on avait prévu aussi augmenter le montant du financement de la campagne électorale. Absolument. Mais quand on le vise, ce n'est pas parce qu'on veut mettre plein la poche. On veut sillonner le pays. Et justement, la première revendication de l'opposition depuis la nuit des temps a été que pourquoi on organise les élections en saison de pluie. D'accord. C'est justement les gens n'ont pas, l'opposition n'a pas le moyen de se déployer, alors que de l'autre côté, on a le moyen de l'État. Donc c'est ça, ça participe à cela. Et c'est pour ça que je dis, n'entrons pas, sinon, parce que la guerre, comme dit Achille Mbembe, c'est une guerre des nègres dans un tunnel. Alors, donc en fait, on vous amène dans un tunnel pour vous abattre et vous commencez à vous tirer. Alors, cher Lamel, est-ce qu'on va dire au final que Cabral Libye est celui qui finalement tire le mieux son épingle du jeu, puisqu'il a vu les choses avant les autres? Il a clairement dit que sa campagne sera financée par les Camerounais. Il a lancé cette collecte de 200 millions de francs CFA. Je rappelle qu'à l'époque, tout le monde se moquait de lui. On dit, oh mais il veut s'enrichir. Je pense qu'aujourd'hui, les faits lui donnent raison, non? Monsieur, non seulement les faits lui donnent raison, mais jusque-là encore, il n'a pas su pousser plus loin, permettez-moi de le dire, parce qu'une élection présidentielle, pour une élection qu'on veut réussir, minimum c'est 5 milliards, monsieur Eric Fopoussi. Non, c'est 500 millions, c'est 1 milliard. Je dis 5 milliards, je dis qu'on veut réussir sur tous les plans. Au Cameroun, c'est minimum 5 milliards pour être sûr qu'on a saturé tout, qu'on est arrivé jusqu'au mont Gachiga, qu'on est arrivé au mont Figuil, qu'on a traversé, qu'on est arrivé dans un pays comme ça, je préfère qu'on fasse des précisions. Voilà. On ne peut pas, dans une démocratie, faire comme si c'est une anarchie. Dans les pays qui se respectent, je prends le pays, l'exemple que je connais, il y a un montant, la France, il y a un montant qu'on ne dépasse pas, c'est 22,5 millions de francs CFA. Même aux États-Unis, quel que soit ces 22,5 millions de francs CFA, on ne dépasse pas. Vous dépassez, vous venez vous expliquer. Vous allez en prison pour financement illégal de campagne et dépassement de compte de campagne. C'est une infraction et vous allez en prison. J'ai atteint mon objectif, vous faites bavarder. D'accord. Non, mais soyons raisonnables, Charles Lamel. Les études ont fait. Actuellement, c'est 1 milliard de francs. C'est 1 milliard. Je suis d'accord avec vous, mais je suis en train de dire qu'il fallait que je vous amène à sortir de vos gongs et à faire les comparaisons pour que les Camerounais se rendent compte. Donc, monsieur Eric Fopoussi, je suis par là, parce que c'était là où je voulais vous amener en disant que si on a remis à lever sur 30 millions que tu as déposé, 15 millions te remet. Où est le problème? On a remis là 15 millions, on a divisé les 30 millions par 2. Vous avez déposé 30 millions. Maintenant, nous avons 15 millions dessus, la moitié de cela. Mais sauf qu'en 2011, sauf qu'il faut c'était 5 millions. C'était 5 millions. Et on vous donnait. Et déjà, à la première tranche, vous rentrez dans vos frais de caution. Sauf que cette fois-ci, je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas redire ce que Mbomboka a déjà dit, puisque je m'inscris dans cette logique. Je dis juste que divisé par 2, aussi simplement, c'est une analyse vraiment froide. Aussi des 30 millions divisé par 2, vous donnez 15 millions, c'est la moitié. Mais il faudrait qu'on attende, en fait, s'ils ont au moins 5%. S'ils ont au moins 5%, oui. On verra combien on va aller donner. Puisque là, c'est aussi calculé pour 20 ans. La vérité est que le gouvernement n'a pas l'argent. L'État du Cameroun n'a pas d'argent. Ils ont 50 milliards, vous ne pouvez pas le dire. Je vous dis que les CAM n'a pas ces 50 milliards-là. Ils procèdent par des manipulations de trompes. On ne peut plus tromper le peuple camerounais, ça se voit. La preuve, ils n'ont pas pu justifier, quand le FMI leur a demandé dernièrement combien on a dégagé pour Boko Haram, ils n'ont pas dit combien on a dégagé
pour les forces de maintien de l'ordre dans les régions anglophones, ils ne l'ont jamais dit. Et ça risque même de bloquer d'autres financements. L'État n'a pas d'argent. Ils ont imprimé près de 90 millions de bulletins de vote. Ils auraient pu seulement faire le bulletin unique, économiser l'argent de ces multiplications on multiplie les postes comme ça justement pour... Bon, peut-être le terme est rébarbatif, mais pour engraisser l'État. L'État n'a pas l'argent. Et c'est pour cette raison, comme disait un téléspectateur tout à l'heure quand on parlait de la marine marchande, qu'il faut les enlever. Parce qu'ils n'ont plus, parce que le pouvoir en place n'a plus de pistes, n'a plus de perspectives pour amener les Camerounais vers le bien-être. Ils n'ont plus et ils ne savent même plus où aller. D'accord. En tout cas, on veut donc profiter du fait pour que vous commenciez une guerre civile entre vous. Et c'est là où j'ai dit les Camerounais sont matures. Ils ont compris ça dès le départ. D'accord. En tout cas, ce que l'on retient, et c'est rare de le préciser, c'est que les Camerounais devront, dans les jours à venir, mettre un peu la main à la poche pour soutenir les candidats qui sont là. Et ça, c'est même bien. Oui, parce que je peux vous dire que 15 millions de francs CFA même pas les flyers ne financent même pas une descente dans l'arrondissement de votre village. Donc, c'est compliqué. Oui, Tendance, juste un petit mot là-dessus. C'est ce que j'avais à dire. Peu bon, Richard, on a parlé. C'est ce que j'avais à dire. D'accord. Donc, souvent, il faut Tendance, on a compris. Alors, Florazé, on va passer à autre chose. Oui, on parle du meeting de Cabral Libye, interdit. Donc, on est à Douala 5e. Et puis, c'est plutôt un signal inquiétant que les chefs de terre donnent également aux candidats de l'opposition. Vous pouvez imaginer, c'est une information qui buzz sur la toile. Je le rappelle, le sous-préfet de la 3e donc interdit ce meeting, et l'information également a été relayée donc hier sur les réseaux sociaux, déjà par l'un des membres de l'équipe de campagne du candidat, donc Cabral Libye, investi par le parti Univers à l'élection présidentielle pour le 7 octobre prochain. Une interdiction sur l'attaque est qualifiée de fallacieuse. On rappelle que le sous-préfet évoque l'indisponibilité du stade SICAM pour le 23 septembre 2018, qui est la date donc annoncée pour la tenue du dit meeting. Je rappelle que tout de suite une réunion d'urgence également a été tenue au sein même du parti Univers sous la supervision du professeur Kouvondo pour justement essayer de maintenir la date, le lieu et l'heure même du dit meeting pour cette date du 23 septembre. Peut-être qu'on aura bel et bien ce meeting qui sera donc tenu, qui était donc prévu pour cette date au stade SICAM ici même à Douala. Voilà donc l'information qui burst sur la toile Poussi et qui ne cesse d'attiser pas mal de commentaires. Alors, on a toujours dit sur ce plateau qu'on avait parfois des sous-préfets carriéristes et qui se prenaient souvent des largesses sur les libertés publiques au Cameroun, malgré les lois de 90, précisément celle du 19 décembre 1990 sur les réunions publiques et les manifestations publiques. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que hier, il y a eu cette nomination du président Paul Biya de sous-préfet dans 19 arrondissements du Cameroun, on va dire des nominations à faible ampleur. Est-ce que des sous-préfets ont considéré cela comme une pression mise sur eux parce que est-ce que ils font la réflexion, est-ce que après les élections il y aurait-il pas en préparation et des nominations de plus large ampleur et du coup prendrait peur, parce que hier quand on a annoncé la nomination des sous-préfets, je peux vous dire que ça a commencé à cailler, trembler partout dans les arrondissements au Cameroun. Bon, Bengan, sur ces interdictions qui s'amplifient, même en période électorale, de campagne électorale, c'est qui est tout à fait surprenant. Quelle est votre analyse, quelle est votre appréciation? D'abord, je dirais au professeur Nkoumvondo de maintenir ce meeting et de le tenir. D'accord. Nous sommes en période de campagne, il peut tenir un meeting même au marché sans déclarer. Donc, il n'a pas besoin. Mais aussi, comme c'est une structure privée, il faut d'abord dire la chose que, voilà, comme on parlait de financement maintenant, ça fait 500 000 francs pour la location du stade. Ça fait déjà, et pour les autres commodités qui viendront, sono et tout, ils seront à plus d'1 million de francs. Donc les 15 millions ne vont représenter rien du tout dans le sucre. De amener le sous-préfet de Douala 5
à, je vais dire, à accepter ou alors à disperser la manifestation. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a intimé l'ordre au directeur de stade hier matin de dire que le stade est occupé. Parce qu'il a reçu en audience, il ne savait pas que les militants de Univers et de 11 millions étaient là. Ils venaient voir le suivi de leur dossier, est-ce qu'on a signé ou pas. Et le directeur de stade sort de son bureau, il rencontre les gars de 11 millions, ils se font des accolades alors que dedans, ils venaient de comploter contre eux. Quand ils demandent une visite de courtoisie au sous-préfet, qui le leur accorde finalement, il leur dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas, ils voulaient donc les contraindre à signer une décharge. On dit, monsieur le sous-préfet, c'est pas ça que nous a amené ici. Nous ne sommes pas venus. Pour moi, c'est le sous-préfet qui leur informe que le stade est occupé. Voilà une incongruité. L'autre chose, je voulais dire pour arriver dans votre sens, ou alors pour expliquer ce que vous avez énuméré, le ministre de l'administration territoriale a dit clairement qu'il est le ministre en charge des élections. Il était à Douala 5e, je pense avant-hier, pour tenir un meeting à... Douala 4e. Non, parcours Vita. Parcours Vita. Il a aussi fait... Voilà, mais il avait le Belgique, il était au parcours Vita. Oui. Parcours Vita, c'est Douala 5. Oui, Douala 5, oui. Quelle instruction il a tenu une séance de travail avec les autorités administratives à huis clos? Après le meeting. Quelle instruction? Il a eu une réunion avec les autorités administratives, préfet, gouverneur et tout. D'accord, oui. Bon, et c'est leur patron. C'est lui qui les note. Qu'a-t-il dit? Donc, on n'était pas une relation de cause à effet. Mais absolument. L'autre chose, je termine par là. Le RDPC est un parti administratif. Lorsque ce parti naît à Bamenda en 1985, je ne cesse de le répéter. L'article 184 de son règlement intérieur faisait de tous les hauts fonctionnaires, les militants, parce qu'ils étaient astreints à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Oui. Mais maintenant, lorsqu'on enlève ces dispositions de règlement intérieur, on vient créer un article 20 nouveau dans le statut qui fait des gouverneurs des provinces, c'est comme ça qu'on appelait à notre époque, les délégués au Congrès. Mais ils ont mis un petit truc en disant les gouverneurs de provinces qui sont militants. Mais vous voyez leur comportement. Quand vous avez donc un patron qui lui est les militants, on a vu M. Guélé dans le sud. Voilà, relation de cause à effet. Un sous-préfet qui est un gouverneur qui est délégué au Congrès du RDPC, il va se comporter comment? Face à son patron qui lui est délégué au Congrès. C'est lui qui fait le rapport d'abord parce que c'est sa hiérarchie et c'est lui qui fait le rapport encore dans d'autres domaines. Donc, le sous-préfet qui ne se comporte pas en militant du RDPC. Mais comme il le fait, qu'ils sachent que 11 millions, là, c'est les jeunes qui ont les 20 ans, 25 ans. Ça veut dire qu'ils vont bagarrer politiquement pendant au moins 40 ans, 45 ans. Donc, il a déjà inscrit son nom. Lui-même, il sait si c'est en lettres d'or, ou en lettres d'argent, ou en lettres de bronze. Sur l'histoire de Cameroun. Je peux vous dire que si jamais il y a un changement de régime, ils feront amende honorable et diront que les faux chivés, les Mamayima TV, c'est pas être tout puissant, mais à un moment donné, on sait comment ça s'est mal tourné. Cher Lamel Badjou. Monsieur Eric Fopoussi, je pense que Mbok a essayé de tout prendre et le donner, et j'allais véritablement aborder la question de cette réunion, parce que la réunion qui a eu lieu, une réunion non pas improvisée, mais préparée, parce que l'autorité administrative du littoral était informée de ceci qui devait avoir un entretien avec le patron. Alors, est-ce que le ministre qui est arrivé, qui a tenu cette réunion, il a tenu en qualité de militant? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'il a tenu en qualité de ministre? Oui, il a les deux. Puisqu'il est venu faire un meeting du RDPC. Voilà. C'est leur ministre. Alors, non, je lui dis, sous quelle bannière est-ce qu'il s'est présenté quand on sait que ceux qui vont, n'est-ce pas, à organiser un meeting ont des tenues spéciales qu'ils abordent, ils sont entourés de certains camarades, on le sait, mais Dieu seul sait que ce que nous avons vu, c'est le déploiement de l'administration. Quelles étaient les consignes pour que quelques heures après, M. Eric Fopoussi, on apprenne ce que tout le monde a appris. Alors, il faut tout simplement se dire ici, là, que ça rejoint encore cette lettre, cette note collective qu'avaient fait les différents responsables de l'opposition, les leaders, autant pour moi, des candidats
à la présidentielle, dans ce sens qu'il se plaignait du temps de minutes à eux accordé. Donc c'est une façon de dire aujourd'hui que ici, là, le stade, c'est pas votre stade, parce que quelque part, il y a des déclarations qui ont été faites par un ancien député, toujours dans la zone, qui a dit que ce stade lui appartient. Ce stade lui appartient, ce n'est pas le stade. Donc, est-ce que ce n'est pas ces différentes confrontations auxquelles on va se retrouver entre les différents membres RDPC et tout? Ouais, d'accord, on va terminer rapidement. Alors, Flora, si vous, on va y aller rapidement. Oui, la troisième information, c'est toujours, on parle de la crise anglophone avec ces chefs religieux qui se prononcent, les leaders qui appellent également le gouvernement à réfléchir immédiatement pour contrôler les missions de forces armées dans les régions anglophones. Et en tout cas, ils appellent les différents partis prenants, gouvernements, partis politiques, la diaspora, les individus et groupes armés justement à reposer les armes justement et à résoudre cette crise et justement pour que les zones du nord-ouest et du sud-ouest retournent à la normale. Ils s'engagent également à dénoncer et à lutter ensemble contre toutes les forces de violence, de s'investir également pour les droits humains et aussi ils pensent à mettre sur la table la question de la désacralisation de la vie humaine au cœur même de cette crise anglophone sur toute l'étendue du territoire national. La paix est donc visée. Voilà donc cette interpellation, cette déclaration des leaders religieux qui interpellent tout le monde. Voilà, on va dire enfin une bonne nouvelle qui nous vient sur la crise anglophone avec... oui, on va dire que si les leaders religieux font cette sortie-là, ça veut dire au moins qu'on parlera moins de morts ou de polémiques. On va parler de personnes qui ont pris conscience de ce que la situation est compliquée depuis tellement de semaines et qui mettent la pression pour que ça change. Non, moi, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Oui. Je vois d'abord les leaders religieux, le pouvoir n'a pas voulu, les a combattus. Si, puisqu'on ne fait pas l'histoire avec les si, ils ont empêché ces leaders religieux de tenir la conférence générale des anglophones fin août. On allait être aujourd'hui à la 3e semaine de négociation. C'est-à-dire que les leaders religieux nous auraient donné des gens, des acteurs avec qui discuter. On serait dans le climat, serait aujourd'hui au niveau de l'apaisement. Ils ne se sont pas découragés pour autant. Mais là maintenant, ils font comme s'ils demandent à Jésus et à Mahomet de se rencontrer au ciel et de réunir les saints et les anges qui sont au ciel et commencer à entrer dans le cœur de Cameroun. C'est qui n'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais Jésus et Mahomet ne se rencontreront pas. Du moins, pas si tôt. Parce que justement, s'il faudrait qu'ils se rencontrent pour que l'Esprit Saint vienne entrer dans le cœur des Camerounais et dire aux ambassadeurs, laissez les armes. À ceux-là, ce n'est pas du sitôt. Est-ce qu'il n'est pas mieux de maintenir la pression sur le gouvernement que de rester silencieux face à la montée, à l'escalade de violence qu'on observe dans le nord-ouest et le sud-ouest? Donc, je ne vais pas leur demander de pratiquer la théologie de la libération. Oui. Mais Dieu leur dit d'être du côté des pauvres et des opprimés. Ce qu'ils font? Non. Qu'ils disent que le gouvernement l'a enlevé. C'est ça, c'est ce que Dieu demande dans la Bible. Je ne lis pas la Bible, mais j'entends les gens dire ça. Dieu demande d'être... Mais j'ai lu le texte de Oumnobe, religion ou colonialisme. Dieu demande aux leaders religieux d'être du côté des veuves, des orphelins, des opprimés et des pauvres. Mais où se trouve aujourd'hui l'Église, les hommes d'Église? Maintenant, c'est une question de stratégie. Et s'ils estiment que pour de ce côté-là, il faut procéder ainsi, on ne peut que suivre leur stratégie. On dit au gouvernement, vous avez appauvri le peuple, vous avez, halte. Bon, sauf que... Quitte à ce que le président de la République se comporte comme le président Kabila. Ils disent que j'ai un seul opposant ici, c'est l'Église. Donc, que lui aussi le dise, mais que l'Église se place du côté du pauvre. Et c'est important de convoquer l'exemple de la RDC parce qu'on voit bien que là-bas, malgré cet activisme de l'Église catholique du Congo, on ne voit pas bien les résultats. C'est pour ça donc qu'il faut laisser Jésus et Mahomet là où ils sont.
vous venez voir avec les acteurs là. D'accord. Parce que ne faites pas comme si vous voulez aller au ciel et que la terre n'existait pas. Parce que Ramazani Chadari sera éventuellement élu. Voilà. Puisqu'on emprisonne même les journalistes là-bas qui font des reportages, des meetings d'opposition. Charles Amel Bachou, sur cette pression de l'Église catholique, pas seulement d'autres leaders religieux, qui maintiennent la pression sur le gouvernement. Pour vous aussi, c'est pas le chemin à suivre? Vous savez, lorsque l'Église, à travers le cardinal, s'est prononcée sur cette question, vous avez vu tous ceux, les pseudo-érudits de cette nation sortir et frapper sur les doigts du cardinal, frapper sur les doigts de l'Église, en disant que ce n'était pas à eux de le faire, c'était à leur champion, M. Erifopoussi. Je crois que l'Église ne fait que son travail, celui de maintenir cette même pression pour que les choses puissent changer. Est-ce qu'entre-temps, et c'est là où je suis un peu, entre guillemets, pas d'accord avec bon, il devra avoir des éléments nouveaux, c'est-à-dire l'Église en faisant cette autre sortie, cette énième sortie avec toutes ces précisions, et toutes les précisions qui ont été données même par Florazé tout à l'heure, devait apporter un nouveau en disant, depuis que nous sommes sortis, depuis notre première sortie, on a été frappé sur le doigt, voici la succession d'éléments. Nous avons eu des routes barrées, nous avons eu des bus écrasés, nous avons eu des agences brûlées, nous avons eu ici. Au vu de cela, est-ce que vous ne voyez pas? Non, je pense qu'il faudrait... Non, mais on peut présumer que cette sortie, le timing de cette sortie fait suite à ces éléments, à ces événements vécus. Je pense qu'il devait présenter la gravité de la situation. Il y a eu la sortie du GICAM, il y a eu... Monsieur Erifopoussi, je ne condamne pas cette sortie, je ne peux que louer cette sortie et dire que c'est plus qu'urgent. Mais comme Bombog l'a dit, le timing aujourd'hui, nous sommes tenus par le timing. Est-ce que nous pourrons encore, espérons que les élections entre guillemets bien sûr. Le Saint-Esprit va entrer dans le ce message ne tombe pas les oreilles de sourds. Tendance va également dire si c'est une bonne nouvelle. Je suis fier dans mon cœur. Mais le Saint-Esprit est entré dans ton cœur. Non, même pas ça peut m'avoir. Le problème, c'est que comme ils sont rassemblés pour dire, ouais, on essaie de voir comment on va faire pour mettre fin à cette situation-là. Il faut aussi que les gars se calment et ils les écoutent. C'est ça. Parce qu'on les connaît, ils vont se cacher en brousse. Quand les autorités vont arriver, ils vont dire que jamais nada. Non. Si on prend la peine de dire que voyons comment on doit faire, papa, vous-même aussi, calmez le cœur. Vous écoutez tout le monde. Ouais. L'Esprit Saint viendra apaiser les cœurs, Tanda. Il y a tous les rebelles moi aussi, je suis convaincu. convaincu. Je sens dans mon cœur que ça va bien se passer. Je me connais quand je ressens quelque chose, Eric. D'accord. Quand je ressens quelque chose, je n'ai pas la chair de poule. Mais ce que je ne ressens pas, la chair de poule peut finir mon corps. D'accord. Donc comme je n'ai pas eu la chair de poule, je sais que ça va aller. En tout cas, la conférence générale anglophone est maintenue. Au lendemain, ça va se passer au lendemain de la prestation de serment du nouveau président élu le 7 octobre prochain. Qu'il soit réélu ou élu, ça se passera au lendemain de cette prestation de serment. Madame, Monsieur, c'est tout ce qu'on a prévu pour vous ce jour concernant la revue des réseaux sociaux, la suite de l'émission. Tu vas acheter ou vendre des produits au Cameroun? Gagne du temps en faisant tes courses avec Shopping List. Grâce à son approche online to offline, Shopping List assure la proximité entre le client et le vendeur en proposant des articles des boutiques près de chez toi à des prix toujours négociables. Tu peux prendre rendez-vous chez le vendeur qui s'occupe lui-même des transactions financières ou te faire livrer directement par nos partenaires car Shopping List ne possède aucun magasin de stockage. Alors qu'attends-tu? Rendez-vous sur Shopping List et fais tes courses en toute tranquillité. Shopping List, your marketplace. Et donc pour en parler comme chaque matin, nous recevons Larissa Nomo, elle est chargée de la communication et du marketing, mais également Gladys Nana, donc commerciale. Alors bonjour à vous. Voilà. La question qu'on va vous poser ce matin, c'est de savoir quelle est l'actualité du jeu concours Shopping List rentrée scolaire. Sachant qu'il a débuté le 16 dans la ville de Douala et le 20 dans la ville de Yaoundé. La campagne Shopping List rentrée scolaire s'est achevée le 12 septembre, mercredi, à l'issue duquel nous avons procédé au tirage au sort le vendredi 14 septembre sur le plateau d'Equinox TV. Notons bien, la campagne a débuté, comme je l'ai précisé, le 16. Pour ce jour, nous prévoyons la remise des lots dans les différents points de vente chez nos différents partenaires.
Pendant cette campagne, de nombreux partenaires nous ont accompagnés, notamment la librairie Papeterie et Kobouk, Nono, Savoir, Kias et la maison de couture Sidou Fashion Confection, ça c'est pour Yaoundé. Pour Douala, à Yaoundé, c'est la librairie Ecobook et la parfumerie Fossa qui nous ont accompagnés durant cette campagne. D'accord, et l'autre question ce matin, pouvez-vous rappeler ce qu'est Shopping List? Alors, Shopping List, c'est un site web accessible sur tout appareil possédant un navigateur web. Donc, il faut avoir un téléphone portable, un smartphone bien précisément, un ordinateur, une tablette pour avoir accès à la page. Ce site met en relation directe le client et le vendeur. Vous avez la possibilité d'entrer directement en contact avec votre vendeur pour entrer en possession de votre achat, également de négocier les prix directement avec le vendeur. Il offre également plus de possibilités aux consommateurs, car il retrouve toutes les boutiques proches de chez lui en un seul endroit. Il a la possibilité de comparer tous ses produits sur le même endroit, de négocier les prix et également les modalités d'achat de son produit. Ok, d'accord. Shopping List va-t-il s'arrêter là? Quelle est la suite? On a envie de savoir. Bien sûr, Shopping List, le train de Shopping List est en marche. On ne compte pas s'arrêter là parce que nous menons déjà d'autres actions de communication pour nous faire connaître également, pour multiplier un peu plus d'influence sur nos différentes pages. Nous invitons donc les téléspectateurs à ouvrir gratuitement les comptes sur shoppinglist.cm, également à nous suivre sur la page Facebook, Twitter et YouTube pour également voir toutes les actualités de Shopping List. Merci beaucoup à vous, Larissa Nomo, je rappelle, chargée de la communication et du marketing chez Shopping List, mais également Gladys Nana, donc commerciale. Madame, Messieurs, l'émission va se poursuivre avec la prochaine articulation. Il s'agit d'interpellation et c'est un document que va nous présenter Cédric Chouna et on revient pour les commentaires en plateau. Nous traversons un période très délicat. J'exhorte tous les Camerounais, tous ceux qui savent que la paix est bien, tous ceux qui savent que la tranquillité et la paix peuvent faire grandir une nation, de se mettre en rang et accepter le dialogue avec, que ce soit les anglophones, que ce soit les francophones, pour qu'ensemble nous construisons un pays très fort. Et surtout ceux qui n'ont pas encore compris cette politique internationale vis-à-vis des pays pauvres, qui ne donnent pas du lait aux pays pauvres très endettés, qu'ils évitent de se faire manipuler par n'importe quoi dans les réseaux sociaux, qui d'ailleurs détournent beaucoup de jeunes, et chercher à savoir pourquoi certaines informations, savoir si une information est vraie avant de diffuser, parce que nous diffusons par moment des informations qui nous amènent presque nulle part. Voilà, document réalisé par Cédric Chouna. On va donc parler de cette interpellation du compatriote Moro Bengan, le Cameroun. Souvent, ce type de sujet, on va le dire, c'est des sujets qui nous permettent tous de nous mettre d'accord sur au moins ce point-là. On a bien besoin d'unité et de paix pour que ce pays avance. C'est du bon sens. Mais ça revient également à la question que les Camerounais se posent souvent. On va faire comment? Voilà. On va faire comment pour que la paix revienne? À ce niveau, il faut établir les responsabilités. D'accord. C'est à l'État qui revient la charge première, primordiale, importante d'impulser la paix, d'impulser le dialogue. Lorsque l'État ne veut pas le faire, on n'a que nos larmes pour pleurer. Donc il faut dire les choses, il faut dégager les responsabilités. Parce que j'entends certains citoyens dire « Oui, les responsabilités sont partagées. » Si, non. Oui. Les responsabilités ne sont pas partagées. Même si c'est partagé, tout le monde n'a pas le même niveau de responsabilité dans cette affaire de la paix au Cameroun. Donc c'est l'État en premier qui l'a fait. Et je le répète, le chef de l'État avec Amboué Machoyi et Dorothée Ndjema auraient pu se réunir et imaginer, pas imaginer, et revisiter la formule qu'eux-mêmes ont employée, ils avaient utilisée en 79 pour que la paix revienne. Parce qu'en 79, il n'y a eu aucune goutte de sang qui a circulé. Pourquoi aujourd'hui le sang circule? Voilà.
Merci beaucoup, Moro Bengan, pour ces explications de l'interpellation du compatriote ce matin. Madame, Monsieur, permettez-moi de vous dire que nous allons parler aussi dans le zénith de ce matin de l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, en abrégé, je retrouve mes notes, je vous en prie, l'IUES INSAM, et pour en parler, Consilamine du concept Salaka nous a rejoint. Alors bonjour Consilamine. Oui, bonjour Eric, bonjour aux nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous ces parents, bonjour à tous ces étudiants, bonjour à tous ceux-là qui sont à la recherche d'une école de formation pas comme les autres, qui sont à la recherche d'une formation à fort potentiel d'emploi. L'heure est arrivée. Okay. Première question pour vous. À INSAM. D'accord. Présentez-nous l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, Consilamine. Alors, ce matin, chers téléspectateurs, je viens dans une autre casquette pour parler cette fois-ci d'une école supérieure pas comme les autres. C'est 26 ans d'expérience, c'est 26 ans de succès, c'est 26 ans de professionnalisme et chaque année, cette école supérieure essaye d'innover davantage. Alors, ce matin, je vais donc présenter l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire en abrégé, IUES INSAM. C'est quoi exactement cette école supérieure? Il faut le rappeler, c'est une école supérieure pas comme les autres, comme je l'ai si bien dit, qui offre des formations à fort potentiel d'emploi dans des cycles tels que BTS, licence professionnelle, master professionnel et dans des filières également qui vous permettront après une formation d'intégrer directement le monde de l'emploi. Et parlant bien sûr de ces filières de formation, vous avez donc 3 grandes filières de formation qui sont présentées du côté bien sûr de l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, à savoir la filière commerce et gestion, la filière industrie et technologie, la filière santé. Voilà donc les 3 filières de formation qui sont dispensées en cours du jour et cours du soir dans nos différents campus du Cameroun et du Gabon. Parlant bien sûr de différents campus, l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, en abrégé UILS INSAM, offre des campus de rêve dans les villes suivantes. À Douala, nous avons 3 campus, notamment 2 campus sur la rue de Ndokoti, à côté bien sûr du collège Bénédicte, un campus du côté bien sûr de Yassa, en face de l'association Tradex. Du côté bien sûr de Yaoundé, on a un campus à la vallée Foué, et du côté bien sûr de Bafoussam, on a également 3 campus, notamment 2 campus au quartier Tamja et un campus non loin de Kami Toyota. Et pour cette année académique 2018-2019, l'Institut universitaire stratégique de l'Estuaire s'installe en plein cœur du Gabon, plus précisément à Libreville, dans un quartier chic de cette belle ville africaine. Voilà donc une présentation en quelques mots de cette école qui aujourd'hui vous permettra, chers parents, chers étudiants, d'obtenir une formation de qualité, question d'intégrer directement le monde de l'emploi. Quelle est la particularité de l'IUES INSAM? Alors, il faut le rappeler, Eric, il y a pas mal d'écoles supérieures au Cameroun, pas mal d'écoles supérieures en Afrique et dans le monde. Mais aujourd'hui, cette école supérieure qui a sollicité la communication du concept Salaka, étant donné que le concept Salaka ne communique pas sur n'importe quoi, et si j'ai accepté de communiquer pour cette grande école supérieure, c'est tout simplement parce que j'ai constaté qu'il y a pas mal de particularités, il y a pas mal d'innovations. Nous allons commencer directement par la première particularité qui fait de l'Institut universitaire stratégique de l'Estuaire l'une des meilleures école supérieure en Afrique, c'est tout simplement que tous les étudiants inscrits à l'Institut universitaire stratégique de l'Estuaire reçoivent gratuitement une certification. Oui, c'est la grande première au Cameroun et cette grande première se présente du côté bien sûr de l'Institut universitaire stratégique de l'Estuaire. Je dis bien, nous offrons des certifications gratuites à tous nos étudiants inscrits du côté bien sûr de l'INSAM. À côté bien sûr des certifications que nous offrons gratuitement, il faut également rappeler qu'il y a l'Institut s'est doté pour cette année académique de plus de 500 ordinateurs pour permettre à nos étudiants de mieux assimiler les cours durant l'année académique. Votre dernier mot aux téléspectateurs d'Equinox Télévision ce matin. Alors le dernier mot tout simplement, je dirais à ces téléspectateurs, tout simplement d'attirer leur attention. C'est quoi une certification, chers téléspectateurs? Une certification est un certificat qui atteste votre domaine de compétences dans un domaine spécifique. Et parlant bien sûr des certifications, vous les avez à l'Institut universitaire stratégique de l'Estuaire, plusieurs certifications. Je commencerai déjà par la première certification, Cisco CCNA, Cisco CCNP
et bien entendu Maestro Sof, sans oublier Saré Sagi et Sali Sagé Sari, et toutes ces certifications sont gratuites. Je dis bien, vous ne déboursez aucun franc, uniquement valable pour les étudiants de l'Institut Université Stratégique de l'Estuaire, ceux des étudiants des autres écoles, ceux qui sont déjà des professionnels, ceux qui veulent avoir une certification. C'est l'occasion plus que jamais de vous rapprocher directement dans nos différents campus pour avoir plus d'ample d'informations. Mais je vous rappelle que les certifications sont comme dirait quelqu'un, pour tous les étudiants inscrits pour cette année académique 2019 à INSAM, et même pour les autres années académiques. Alors, chers parents, choisir une école supérieure, c'est bien, mais choisir INSAM, c'est encore mieux. C'est une formation par des enseignants de qualité, un cadre de rêve. Alors, j'invite bel et bien tous les parents qui me regardent en ce moment d'aller se renseigner, d'aller inscrire les enfants de ce côté-là. Et c'est une formation entièrement bilingue, réservée pour la section. C'est bon, Consilamine. Ok, et j'aimerais surtout vous préciser que vous faire la remarque d'ailleurs pour vous aider un tout petit peu sur les certifications Sage Sari, Sage Sari à l'IES INSAM. Merci beaucoup, Consilamine. Madame, Messieurs, l'émission se poursuit avec, comme vous le savez, les différents messages que nous recevons, les téléspectateurs qui nous envoient des messages. Florazé, on va en lire quelques-uns de ces messages, quelques-unes de ces contributions avec vous. Alors oui, déjà pratiquement à la dernière ligne droite de cette émission, je prends cette réaction de Difford Franklin qui réagit par rapport à une des informations liées à la revue des réseaux sociaux qui tient à clarifier. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est le candidat à l'élection présidentielle, Franklin Difford, qui nous regarde et qui a donc envoyé ce message. Qui envoie ce message. Your program is good, but we want to clarify the lies of Atangaji. We refuse the money and return home without even seeing Atangaji. We surely lied that he is the one who sent us home. We refuse the money and went home by ourselves. Make it clear to the public. Donc, tout simplement, en traduction, il dément en fait l'information selon laquelle ils auraient perçu cet agent. Ils ont refusé de prendre cet agent. Ils sont tout de suite rentrés. Donc, il tient à clarifier les choses par rapport aux propos dits d'Atangaji. Non, pour qu'on s'assure que c'est vraiment lui, parce que c'est envoyé. Ce numéro se termine par 93. Tout à fait. Ok, 93. C'est son numéro. Ouais. Voilà. On va continuer les messages, Florazé. Et dans une réaction ce matin, le financement de la campagne électorale est un problème. Le budget du RDPC est illimité par rapport aux autres partis. Quant au bulletin unique, son introduction serait économique, mais le pouvoir ne peut l'accepter car ça empêcherait des fraudes qui feront donc gagner le président du parti RDPC. Jean-Marc Kamga qui réagit ce matin. Et notre réaction ce matin, le RDPC n'a jamais gagné une élection crédible, nous dit Diallo à Garoua, une élection bien organisée, donc il compte sur certains compte les biens de l'État. Alors, il faut dire que dans la région du Nord, il y a de bons clients. Il y a Ali Mayato qui se bat comme un Boudia pour que le RDPC ait les chiffres. Tout récemment, on a vu le meeting organisé par Issa Chiro Babakari. Donc, il faut dire que là-bas, la bataille sera aussi tout à fait rude. Ouais. Alors, comment il s'appelle le monsieur Florazé Kamga, monsieur de Garoua. Ah, Diallo de Garoua. Voilà. Donc, bon, c'est beau d'envoyer les messages, mais attention, il faut aller voter, je vous en prie. Voilà. Qui peut mieux faire pour ceux qui refusent, qui ont déjà, qui vont vite en besoin? On dit bien pouvoir, ils manifestent déjà leur faiblesse en refusant cet argent. Donc, ils vont sillonner avec quoi exactement? Alors là, c'est le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Et bon, Bengal l'a d'ailleurs signalé ici. On ne doit surtout pas tirer sur ces candidats-là
qui ont refusé de prendre les 15 millions parce que je peux vous dire que 15 millions ne représentent rien à l'échelle d'une campagne présidentielle. Donc ils peuvent s'en passer, que ça ne leur pose aucun problème. Ce qui se passe là, c'est la politique, et la politique, ce sont les symboles. Les symboles donc qui permettent de se projeter à l'avenir pour que plus jamais on ait ce flou artistique qui entoure la question du financement des campagnes électorales au Cameroun, et qu'on inscrive dans la loi électorale de 2012 le montant précis que l'État doit allouer aux partis politiques engagés pour cette compétition électorale. Et même l'argent qui doit encadrer toute la campagne électorale, c'est-à-dire que la contribution de l'État, mais également la contribution le plafonnement. Le plafonnement, oui. Et là, on sait qu'on n'ira pas régal. C'est lui qui dépasse. Ce que vous dites là, ça va être compliqué parce que maintenant, on va exiger aux candidats de faire les comptes de campagne, toutes les factures qu'ils ont fait. On va rentrer dans leur comptabilité de campagne, voir les factures. Voilà. Et vous connaissez mes amis du parti au pouvoir. L'article 66 de la Constitution ne l'ont jamais appliqué. Donc, vous savez. Donc. Parce que, et comme au Cameroun, les gens sont habitués, on organise un petit je vous dis quelque chose que nous avons vécu à Yaoundé, nous qui étions là-bas en décembre 1996. Le congrès du RDPC, le trésorier général Emma Basile, perd son âme, il dit que j'ai dans mes caisses 157 340 francs. Il dit que le parti a distribué beaucoup d'argent, mais ne me demandait rien. Demandait au secrétaire général. En tout cas, la preuve, ce jour-là, il refuse même d'aller siéger à la commission des finances. Voilà. En tout cas, pour cette question des comptes de campagne, je voudrais surtout préciser que, comme au Cameroun, il y a des champions de surfacturation, les champions on ne respecte pas la mercuriale, on vient gérer tout ce qu'on peut gérer là. On verra bien comment tout cela se fait. Merci beaucoup à tous et à chacun d'avoir été là ce matin, madame, monsieur. Point final pour cette autre édition de votre magazine 10-12 le Zénith. Rediffusion à 1h heure du Cameroun, minuit temps universel. À demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.